C'était pour moi complètement intuitif parce qu'on ne connaissait pas grand-chose de ces traitements-là, mais je sentais que les risques étaient trop graves. Et on joue pas avec le grave en fait. C'est pas un jeu. On joue pas à la roulette russe. On dit pas on verra. Non, il n'y a pas ces mots-là qui puissent exister lorsqu'on est responsable de ce qu'on peut injecter. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui, grande émission. Je suis content de pouvoir faire cet entretien aujourd'hui avec deux personnes qui sont venues vers moi pour pouvoir parler aujourd'hui, libérer la parole à Nexus. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est un média libre où on essaie d'aller là où les médias mainstream ne vont pas toujours. Et il y a eu une grande invisibilisation des médias, des soignants suspendus. Et on parle encore moins des médecins et professionnels de santé qui ont été radiés pour avoir, parfois, selon leurs convictions, fait des faux passes, comme on appelait ça à l'époque. Donc aujourd'hui, on va recevoir Michel et Elodie qui acceptent de venir parler. Il y en a eu beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup en tant que journaliste qui avons travaillé sur ces sujets-là. Il y en a beaucoup qui ont fait ce choix par conscience. Vous allez expliquer pourquoi vous l'avez fait. Vous allez expliquer la situation, comment vous avez vécu cette situation à l'époque et quelles sont les retombées juridiques, les retombées sociales, les retombées économiques graves, en fait, dont vous m'avez parlé, Elodie, hors micro avant cet entretien. Mm-hmm. On va prendre le temps. Ça va être une prise de témoignage. Donc voilà. Donc, je suis là juste pour vous n'avez pas l'habitude du micro. Et j'invite tous les médias libres et les médias mainstream, les directeurs de publication de ces rédactions-là, à venir vous écouter, pas forcément sur cette émission, mais à venir vous contacter, vous et tous les autres. Il faut libérer la parole de ces médecins et professionnels de santé comme vous l'êtes pour expliquer votre démarche, puisque tout comme les soignants suspendus qui se sont presque privés de salaire pendant 18 mois, ils l'ont fait pour une raison. C'était des gens qui voulaient soigner. Vous avez été mis, on en ressort souvent, nous, en tant que journalistes qui avons suivi votre quotidien, presque, vos conditions de vie, il y avait des valeurs derrière. Et là où les médias mainstream essayaient de dire non, ce sont des médecins déviants, on parle de 15 000 médecins déviants, plus combien de médecins ont été radiés, infirmières radiées. J'arrête ma présentation. Merci à vous deux vraiment d'être là. Elodie, c'est vous qui êtes venu me voir et me dire on est prêt à parler. Je vous laisse le micro. Michel, peut-être pour petite entrée en matière, juste avant qu'on prenne les témoignages tous les deux. Merci Romain. Oui, ce qui fait la singularité de notre histoire à Elodie et moi aussi, c'est que on avait des patients et des enfants à défendre, mais on a été dénoncés. On a été dénoncés, elle et par ses collègues, moi par le pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses. Et donc, aussi, on a pratiqué ces faux de façon peut-être plus amplifiée parce qu'on a eu énormément de demandes, parce que beaucoup de gens qui avaient du bon sens, vu déjà l'émergence d'effets gravissimes, de décès, vraiment de plusieurs décès, ils se sont dit oui, il ne faut pas qu'on fasse ça. Et donc c'est un petit peu ça qui nous a vraiment mis en difficulté, parce qu'effectivement, déjà, moi, je ne pouvais pas tenir un discours pro-vax et en plus voir des gens pour leur proposer des faux passes, quoi. Et donc, je l'expliquerai, le pharmacien chez qui j'ai été chercher mes doses a eu la visite d'un gars de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui a demandé, mais enfin, pourquoi ce médecin qui travaille comme chirurgien ORL en ville fait des vaccins à ce niveau-là dans son cabinet, alors qu'il y a un vaccinodrome dans la ville où je travaillais. Et là, il a pris peur. Il s'est dit, oui, on va fermer ma pharmacie. Donc, et le gars de l'ARS lui a dit, écrivez ça à l'ordre des pharmaciens. Et donc, c'est ça qui a enclenché toute l'enquête sur les faux passes. Voilà. Mais comme tu dis, les 15 000 soignants qui ont été suspendus sur 200 000,
c'est du jamais vu dans une épidémie. Enfin, il y a tellement d'incohérences dans cette épidémie, que ce soit vacciner pendant une épidémie, ça s'est jamais vu. De vacciner des femmes enceintes, pour moi, c'est criminel. Déjà, un comprimé d'aspirine, on se pose 10 fois la question si on donne ça à une femme enceinte. Et puis après tout le reste, que le vaccin ne protège pas, que le vaccin n'empêche pas la transmission, que les gens vaccinés sont ceux aussi qui risquent de faire les Covid les plus graves. Et tout ça, je l'ai même sur des documents émanant du ministère de la Santé. Hein, je reviens au cas de l'octogénaire qui revendiquait de pouvoir sortir parce qu'il avait un schéma vaccinal de triple vacciné et qui revendiquait de pouvoir sortir pendant les confinements. Et puis on lui a dit non, votre vaccin, il ne vous protège pas. Il ne vous empêche pas de transmettre la maladie. Et en plus, si le vaccin ne marche pas, vous risquez de faire un Covid grave. Donc, pourquoi on vaccine, quoi ? On était dans un pays de fous, quoi. Hein. Un truc pareil, ça ne s'est jamais vu. Et donc, ça, c'est un aspect des incohérences qu'on a vécues. Mais dès le départ, c'est de l'intuition, parce que, fatalement, moi, vu les cours qu'on a reçus dans notre cursus médical de 2 heures sur les vaccins, j'y connaissais que dalle dans les vaccins. Maintenant, au bout de 4-5 ans, bon, je pense qu'Élodie et moi, on sait ce que c'est qu'un vaccin, on sait, même on reparlera même des vaccins traditionnels. Et pour parler de ce qui a été injecté, pour moi, c'est même pas une thérapie génique, parce que ça ne guérit rien, c'est pas une thérapie, c'est un essai expérimental à grande échelle, sans consentement, et qui va tout à fait à l'encontre de l'éthique médicale, c'est-à-dire de la responsabilité et de la solidarité, puisqu'on ne peut pas injecter quelqu'un en étant responsable, en se doutant qu'il y a des effets secondaires, et deuxièmement, on n'est pas solidaire, parce qu'on se dit, oui, moi je lui injecte, s'il fait des problèmes, moi je m'en fous. Donc on nous pousse à pratiquer vraiment une médecine sans éthique, et c'est ça qui est... C'est le plus grave. C'est le plus grave. Et la majorité des médecins qui l'ont pratiqué doivent se rendre compte de ce qu'on les a poussés à faire, quoi. Parce que aussi... on en avait parlé avec Élodie, on a dans notre code sanitaire de santé publique, donc c'est une législation en plus que les soignants doivent respecter, c'est le code sanitaire de santé publique. Il y a un article, je me souviens bien, c'est le L2211, article 1er, qui dit que en cas de doute sur un traitement, si on a un doute quant à la toxicité d'un traitement administré, on doit désobéir, on doit faire tout pour éviter de l'administrer. Voilà. Et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs, on en parlait avant cet entretien, ce qu'a rappelé récemment le docteur chirurgien Éric Loridan, qui disait l'ordre des médecins n'a pas à nous forcer à prendre tel ou tel médicament. Le médecin est libre de prescrire. S'il ne veut pas prescrire un vaccin, il a le choix de... Tout à fait. On n'est pas à l'armée, on n'est pas des soldats, on ne doit pas... on est là pour justement... être critique, même vis-à-vis de la doxa générale. Si on n'est pas d'accord, on doit par la pharmacovigilance qui a été totalement défaillante, mais de façon voulue, parce qu'Amin Ulmlil, que tu connais, Romain, a lui aussi essayer d'être lanceur d'alerte, et on l'a complètement ostracisé. C'est un hérétique comme nous, quoi. On est dans l'hérésie complète vis-à-vis de l'Inquisition, quoi. On reviendra sur tout ça. Élodie, peut-être après cette petite intro où Michel a bien résumé la situation, on va prendre après votre témoignage du début jusqu'à comment justement vous en êtes venu à faire ce choix de ne pas aussi accepter une suspension et d'aller peut-être plus loin, on y reviendra. Élodie, comment est-ce que tout a commencé, fièrement? Oui, c'est une grande question, ça. Alors, j'étais toute petite. Et... Alors, je pourrais, mais ça sera dans un autre projet, je pense. Parce que là, 2 heures pour raconter tout le fil conducteur qui m'amène à ce basculement, ça ferait court, je pense. Mais
Comment la bascule arrive? Je crois que c'est l'incohérence et le non-sens. Si je peux me permettre, Oui. comment vous avez déjà vécu le début du le confinement et tout ça en tant qu'infirmière active à l'époque? Alors, tout à fait. À l'époque, moi, en 2020, je suis infirmière libérale, donc à domicile, dans la région bordelaise. Et je crois que ce qui doit toujours nous permettre d'œuvrer dans la société, c'est le sens. Le sens, l'éthique, la déontologie. Et il me semble que même le militaire, si l'ordre qu'il reçoit n'est pas déontologique, il ne peut pas l'accepter. Donc nous ne sommes pas militaires, c'est encore plus facile de raisonner, il me semble. Et lorsqu'on est soignant, qu'on soit médecin, infirmier, pharmacien, peu importe la casquette que l'on a décidé de porter, dans ce statut de soignant, on est responsable de nos actes. On est responsable de nos actes dans toutes les étapes. Moi, par exemple, lorsqu'un médecin me donne une prescription à appliquer sur le patient, il est de mon devoir de dire non, je ne respecterai pas cette prescription. Soit tu me la refais, soit c'est non. Et là, c'est même pas un médecin qui nous donne la prescription, c'est l'État qui se positionne en tant que médecin et qui nous donne une prescription générale. Or, cette prescription générale, elle n'a aucun sens. Du début jusqu'à la fin. C'est ce que disait Michel. Exactement. Un monde de fou. Et donc, c'est très violent, parce que ça n'est jamais arrivé, en fait. Ça n'est jamais arrivé sur cette ampleur-là. Et donc, notre devoir, c'était de dire non. Alors, on a essayé de dire non, ou avant de dire non, de dire pourquoi déjà. Pourquoi? Pas de réponse. Vous avez essayé de vous opposer à la hiérarchie? C'est même sans s'opposer à la hiérarchie, déjà discuter dans nos corps de métier. Moi, j'ai essayé de discuter avec mes associés, donc j'étais dans un cabinet avec 2 associés, donc nous étions 3. On essaye de communiquer, c'est pas possible. La communication ne passe pas. On suit la doxa. Alors après, on essaye de discuter avec les structures qui nous légifèrent. Pas de retour, pas de réponse. Alors du coup, on est obligé de parler à l'extérieur de notre corps professionnel et de prendre des décisions. Parce qu'on est responsable. Et je pense que la notion de responsabilité, elle est plus que nécessaire, elle est indispensable. Et elle se perd souvent dans la société aujourd'hui. Oui. Les gens se sentent de moins en moins responsables. Oui. Vous, ce que vous avez fait, vous l'avez fait par responsabilité. Ah oui, je pense... Michel comme moi, et je pense qu'aujourd'hui tu as dit quelque chose de très fort, Romain, tout à l'heure, c'est qu'on est une voix de tous ces soignants qui ont pu faire la même chose que nous et qui aujourd'hui ne peuvent pas parler pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait légitimes, parce que très souvent des proches me disent mais pourquoi vous êtes que tous les deux à pouvoir parler? Eh bien parce qu'on s'est fait prendre la main dans le sac, et que ça nous offre une opportunité de parler en légitimité, je crois, et en effet, il y a tout un tas de soignants qui ont résisté, qui ont dit non. La main dans le sac, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Comment ça se déroule? Quand le Covid s'installe en France et dans le monde, l'incohérence, elle est palpable. Un coup, on nous dit blanc, le lendemain, on nous dit noir. On reçoit des mails. Un coup, ça va être pour moi de l'ordre des infirmiers, toi probablement l'ordre des médecins, puis la CPM, l'ARS. Il n'y a aucun sens qui est commun. Donc déjà, ça questionne énormément. S'il n'y a pas un sens commun, il n'y a pas le socle, on n'est pas en sécurité. Et donc, lorsqu'on n'est pas en sécurité, on se pose forcément des questions. En tout cas, selon moi, dans ma posture de soignante, si l'ordre, il n'est pas serein, s'il n'est pas sain, c'est pas fiable, en fait. Et donc, très, très rapidement, dès les premiers confinements, je sens que ça ne va pas. Et lorsque ces produits, ces traitements arrivent sur le marché, pour moi, ça n'a aucun sens. Avant de proposer quelque chose à injecter dans le corps, il y a d'autres solutions. Et des solutions, il y en a plein, même en dehors des traitements chimiques. Le traitement chimique est un outil, mais il y a tellement d'autres solutions que de prévenir, de solidifier le terrain. Enfin, je ne comprends pas qu'on en arrive directement à une injection. Il y a plein de traitements alternatifs où les médecins, notamment suspendus, c'est 15 000, voire beaucoup plus, ce sont des chiffres qui sont aussi vus à la baisse, au minimum 15 000 soignants suspendus avaient
parlait de diabolisation de ces traitements alternatifs, pour Ouais. ceux qui n'ont pas suivi. Oui, oui. Et c'est vrai que du coup, quand ce traitement s'impose à nous pour pouvoir continuer de travailler, eh bien, je ne peux pas m'y résoudre, en fait. Ça n'est pas possible de m'y résoudre, parce que ce traitement n'a aucune sûreté en lui-même. On ne connaît pas grand-chose du traitement à l'époque, et le peu qu'on en connaît, c'est tout simplement un nom. On nous le vend comme étant un vaccin, alors que ça n'est pas du tout un vaccin. Thérapie génique. Ça n'est même pas un traitement, en fait. C'est autre chose. Mais c'est vendu comme un vaccin. C'est vendu comme un traitement et comme un vaccin. Moyennant des changements de définition au niveau de l'OMS, on a changé les définitions du vaccin, des notions d'immunité induites par ce genre de traitement. Donc, ils ont pris les devants pour anticiper les choses. Et puis, comme tu dis, Romain, on est à que ce soit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, le zinc, la vitamine D, tout a été diabolisé à des fins d'autorisation de mise sur le marché d'un traitement unique. Parce que d'un point de vue légal, ils ne pouvaient pas le faire s'il y avait une alternative, ils ne pouvaient pas le faire. D'avoir cette autorisation de mise sur le marché pour une phase 3. Hein, déjà... oui, voilà. Enfin, Il fallait que le vaccin devienne la seule solution. Voilà. Oui. Dans quel cas vous en venez à faire un faux? Alors, pour la première fois, déjà, ouais. peut-être. Alors déjà, la première réponse, c'est que je ne peux pas recevoir ce traitement-là, qui n'en est pas un, donc du coup, parce qu'à l'époque, j'allaite ma fille. Donc, à titre personnel, je ne me sens pas en sécurité de recevoir ce produit-là et de le transmettre à ma fille. Vous êtes jeune maman à ce moment-là? Oui, ma fille a tout juste un an. Je réfléchis, tout juste un an. Ouais. Je décide aussi de faire un faux pour moi parce que dans mon statut de soignante, je n'ai pas le droit d'abandonner mes patients sans aucune raison valable. Il y a ce truc de t'abandonnes pas ton poste, en fait, sans raison valable. Or là, il n'y a aucune raison qui est valable. On t'impose un traitement qui n'est pas fiable, qui n'est pas sécure, et si tu le prends pas, tu dois abandonner ton poste. Ça n'a absolument aucun sens. Et qui décide de ça, en fait? Qui décide de ça? À quel moment nos structures disent, bon, on va faire une réunion, on va discuter, on va voir comment on peut faire, si vous n'êtes pas d'accord. Enfin, il s'agit de notre corps quand même. Qu'on nous impose le port du masque, qu'on nous impose un confinement, parce que moi j'entends quand même que dès le départ, peu importe une éventuelle intention, dès le départ, ok, c'est une situation d'urgence, on ne sait pas faire avec, on fait comme on peut, ça c'est d'accord. On peut vivre un confinement, même si ça ne nous semble pas juste, on fait comme on peut, ok. Mais là, il s'agit d'un traitement qu'on ne connaît pas, qu'on doit recevoir dans le corps pour. Et ça, c'est pas ok du tout, en fait. Donc, il y a cette raison-là. Et c'était vraiment état d'urgence, arrêtez de réfléchir. Ouais. Et bien, puisqu'on arrête de réfléchir, alors on revient aux fondamentaux. Et dans les fondamentaux, je ne reçois pas un traitement, un produit que je ne connais pas, et je ne quitte pas mon poste sans raison valable. Et donc, ma seule solution pour moi, c'est de faire un faux. Ouais. Donc, c'était d'abord pour vous? Pour moi, pour mon corps, pour celui de mon enfant, et pour mes patients que je ne peux pas abandonner, et pour mes associés, parce que lorsque nous avons un cabinet en libéral, les associés, on ne peut pas les laisser comme ça toutes seules du jour au lendemain, ça n'est pas possible. Donc là, on est en septembre 2021, au moment du pass sanitaire. En juin 2021. En juin, d'accord. En juin 2021, c'est là que les obligations commencent à sonner. Ah ouais. Ouais. Vous avez été amené après à en faire pour d'autres personnes ou... Oui, parce que assez rapidement, je ne peux pas me résoudre à me dire tu as trouvé une solution pour toi, mais les autres personnes qui sont dans les mêmes questionnements, tu ne peux pas les laisser de côté. Et c'est au moment où je me fais cette question-là à l'intérieur de moi que les personnes viennent à moi. Les personnes me disent « mais comment je vais faire ? Comment je vais faire pour continuer de travailler ? Je suis pompier, je fais comment ? Je suis militaire, je fais comment ? J'ai une maman à La Réunion qui est en train de mourir, je fais comment ? » Et je crois qu'il est de notre devoir d'aider notre prochain.
Il y a des pompiers qui étaient dans votre cas, qui n'ont jamais voulu témoigner au micro, qui m'ont dit à l'époque, on dit Romain, on voyait tellement de personnes tomber, faire des malaises, surtout des personnes âgées, où j'avais jamais vu ça, et c'est arrivé au moment des premières campagnes vaccinales. La personne m'avait dit ça au moment de avril-mai 2021. Au même moment où le AstraZeneca est retiré du marché pour justement créer avec ses 70% d'efficacité ou ce genre de trucs, et que ça crée des problèmes myocardites, de thrombose multiples. Etc. Donc oui, c'est intéressant. Beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels de santé étaient dans le cas que vous décrivez là. Oui, beaucoup de professions, professions dans l'éducation, beaucoup de professions dans le service, et beaucoup de personnes qui ont besoin... Clairement, en fait, ça a été des faux passes pour maintenir les liens, en fait, les liens professionnels, les liens familiaux. On peut pas laisser les gens sur le carreau, en fait, c'est pas possible de faire ça. Les gens venaient vous voir et vous demander, Élodie... Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me rendre service? C'est vraiment la phrase qui revenait. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous aider? Pour vous aussi? Ah oui, totalement. Et le truc, c'est que quand nos structures ne répondent pas à ce besoin d'aide, on fait comment? Vous sentiez que si vous n'agissiez pas, personne n'allait agir pour ces personnes qui avaient besoin d'aide? Peut-être, si, parce que je pense que la notion de sauveur est aussi à revoir en copie, mais là, c'était à moi de faire ma part. C'était la partition que j'avais à jouer. Comment est-ce que vous prenez le temps de réfléchir aux conséquences? Je posais la question comme ça, je ne sais pas comment... Qu'est-ce qui se passe psychologiquement à ce moment-là? C'est ce que vous savez que les conséquences sont graves, lourdes. Voilà. On peut parler de être radié, etc. Et je crois qu'en fait, à l'époque, on est quand même en situation inconnue. J'ai jamais vécu, en tout cas pour ma part. Et pour la tienne, j'imagine aussi. Vos mentors n'avaient probablement pas connu ça non plus. On est en situation d'urgence. Et donc, il n'y a même pas à réfléchir aux conséquences, malheureusement. Même si on les connaît, puisqu'elles sont tellement bassinées qu'on sait très bien qu'on risque de finir en tôle et d'avoir des amendes pas possibles à payer, d'être radié. Mais en fait, quand tu as quelqu'un qui fait un malaise devant toi et que tu dois le réanimer, tu réanimes, tu réfléchis pas. Donc là, c'est la même situation. C'est... Cas d'urgence, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on a dans le sac. Et ce qu'on avait dans le sac, c'était la possibilité de faire défaut. Vous aviez peur que si ces personnes-là aillent se faire vacciner, elles puissent développer de graves pathologies comme ce qu'on voit aujourd'hui apparaître? Tout à fait. Et pourtant, c'est pas pourtant, mais c'était pour moi complètement intuitif parce qu'on ne connaissait pas grand-chose de ces traitements-là, mais je sentais que les risques étaient trop graves. Et on joue pas avec le grave, en fait. C'est pas un jeu. On joue pas à la roulette russe. On dit pas, on verra. Non, il n'y a pas ces mots-là qui puissent exister lorsqu'on est responsable de ce qu'on peut injecter. C'est intéressant parce que quand vous dites on ne joue pas, il faut aussi dire aux personnes, parfois sur les réseaux sociaux, qui ont cru dans ces politiques, qui des fois peuvent être extrêmement véhémentes avec les soignants suspendus. Alors, on parle beaucoup des soignants suspendus, on ne parle pas des soignants radiés pour avoir fait des faux passes. Mais il y a une légèreté de ton et de jugement de l'autre. Oui. On ne doit pas jouer avec ça non plus. Ça me fait penser à ça. Oui, parce que... Je vous écoute. Oui, tout à fait. On nous prend pour des illuminés, en fait. Moi, j'entends très souvent, mais tu es inconsciente. Mais je pense que les gens ne s'imaginent même pas les questionnements qui se sont posés dans mon cerveau avant de dire « Ok, je fais défaut, il n'y a pas le choix, en fait. » Quel questionnement il y a eu? Qu'est-ce qui va se passer avec ce produit? Il sort d'où, ce produit? Il n'a même pas passé toutes les phases tests qu'un traitement doit passer pour être mis sur le marché. Donc non, le risque est trop grave. Et puis, moi, en tant qu'infirmière, et alors Michel, en tant que médecin, je n'imagine même pas toutes les formations qu'on a eues sur la pharmacie. Avant de donner un traitement, tu dois connaître tous les effets secondaires, tu dois connaître tout ce qui est dans ce traitement-là, tu dois connaître tout le contenant qui permet tout le contenu qui permet au contenant d'être dans le produit. Or là, il y a zéro maîtrise.
alors on joue à la roulette russe. On verra. En tant que journaliste, mais pour les médecins, c'était pareil. On n'arrivait même pas à obtenir les compositions Bien sûr. de ces vaccins. Ouais. C'était des situations ubuesques. Ben oui. D'autant plus, on s'en parlait de quel vaccinodrome près de Rennes qui avait brûlé des fiches d'information Ouais. où justement Ouais. certains avaient essayé d'informer du moins les patients pour dire vous pourrez faire le vaccin, mais là il y a la fiche d'info. Et la direction a dit non, vous allez les perdre, on préfère détruire l'information. Quoi. Pour un vaccin de la grippe, il y a tout un papier à lire aux patients, à faire remplir, tout un tas de questions à cocher, faire signer. Mais là, on fait lire quoi aux patients? Parce qu'en fait, on n'a rien à lui lire à l'époque. Donc ça, c'est une incohérence totale. Pourquoi faire pour la grippe? Et puis pour le Covid, Eh ben non. C'est 2 poids 2 mesures. Eh oui, sauf que j'estime que c'est pas parce qu'on est en situation d'urgence qu'on fait n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est en situation d'urgence qu'on respecte un ordre qui est absolument pas déontologique. Et ça c'est un gros problème. Et aujourd'hui, on est attaqué pour ça. On a les ordres qui sont contre nous parce qu'en fait, on a choisi de respecter la déontologie qu'on a signée. À quel moment la police intervient dans votre histoire? Donc, en juin 2021, je fais les premiers faux passes vaccinaux. En septembre, mes associés se rendent compte de cette histoire, du poteau rose, je dis souvent. Elles me convoquent au cabinet en réunion d'urgence et elles me demandent d'avouer les faits. Elles me disent, voilà, on s'est rendu compte de ce que tu as fait. Je ne suis pas une grande menteuse, donc c'est assez facile pour moi d'honorer finalement la vérité. Elles me demandent de partir du cabinet. Donc ça, c'était en octobre 2021. Le cabinet que tu avais créé. Le cabinet que j'ai créé, oui. Elles me virent de chez moi, en fait. Et elles récupèrent les clés et puis tout ce qu'il y a dans la maison aussi. Créé tous ensemble? On a créé ce cabinet toutes les 3. Voilà. Mais pleinement toutes les 3. C'est pas évident, hein. Tu construis une maison et puis on te dégage de chez toi et tu te retrouves à la rue. C'est particulier. Et puis 2 semaines après, elles vont commencer une démarche pour me dénoncer. Donc elles sont allées voir toutes les instances qui nous permettent de travailler. Donc dans quel ordre, je ne me rappelle plus. Mais Alors que vous êtes parti là à ce moment-là. Oui, mais en fait la peur les envahit. La peur de si elle tombe, on tombe. Donc, vous êtes parti et elle continue une forme de persécution presque. Oui. Elle se protège. De quoi, je sais pas, mais elle se protège, ouais. Et donc, elles sont allées voir l'ordre des infirmiers, la CPAM, l'ARS. Et puis, ça suffit pas, en fait, parce qu'il se trouve que le dossier ne permet pas une ouverture d'enquête. Donc, elles sont allées me dénoncer au commissariat de notre commune. Et là, on a eu une ouverture d'enquête policière. Donc là, ça, c'était en décembre 2021. Donc vraiment sur dénonciation, quoi. Sur dénonciation. Et puis, elles y sont allées chacune à tour de rôle. Ouais. Ouais. Et donc là, on a été mis sur écoute téléphonique. Ils ont retracé tous nos mails, tous nos SMS, toutes les plateformes qui peuvent exister sur nos téléphones. En février 2022, on va vivre une perquisition à domicile. Donc moi, je n'étais pas présente parce que j'étais à ce moment-là, du coup, en remplacement dans un autre cabinet sur Bordeaux. Et Rémi, mon compagnon de vie, est avec notre fille, qui a donc à peine 1 an. Et donc, les flics arrivent à la maison. Ouais. Perquisition, ils défoncent la porte. Alors non, ils ont quand même été, pour cette étape-là, assez courtois. Je pense aussi qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'en fait, quand on ne sait pas mentir, on ne ment pas. Et je ne pense pas que ce soit une carte à jouer, de toute manière. Quand les choses doivent se savoir, il n'y a pas de résistance à avoir, justement, à ce niveau-là. Quand on est honnête, on ne devrait pas non plus.
Ouais. Être mis dans une forme de... Ouais. Il faut faire ce qu'on a à faire, et puis quand le jeu se déroule dans l'imprévu, il faut oser aller dans l'imprévu. C'est pas facile, hein, mais... C'est un monde dur pour les gens honnêtes aujourd'hui. Oui, c'est un monde très dur parce qu'on nous étiquette justement de malhonnêtes, de malotrus et d'imposteurs. C'est pas... Il y a une dissociation qui est énorme. Et donc, les policiers frappent, Rémi ouvre la porte et ils rentrent chez nous. Ils ouvrent la porte du frigo, ils trouvent les flacons qu'ils cherchaient et ils vont monter à l'étage. Ils trouvent sur le bureau le carnet où j'écrivais le suivi des vaccinations. Non, ils n'ont pas retourné la maison. Et heureusement quand même, parce que Jeanne était en train de prendre son petit déjeuner... Donc je suis bien heureuse qu'elle n'ait pas vécu les fracas quand même à la maison. Elle se souvient encore de l'épisode? Ou non, c'est trop vague? Elle en a jamais parlé, puisqu'aujourd'hui elle a 4 ans, donc elle serait tout à fait capable de revenir sur les faits. Elle a manifesté quand même des colères peu de temps après. On a accompagné ces colères sans trop en parler non plus. Si elle en parle, on en parlera. Parce qu'on ne va pas aller alimenter non plus quelque chose qu'elle n'évoque pas aujourd'hui. Mais on sera prêt, bien sûr, à l'accompagner, oui. À un moment, il y a un épisode où la police vous met les menottes pour ce que vous avez fait. Alors, c'est une garde à vue. À la suite de la perquisition, du coup, ils trouvent les pièces qu'ils cherchaient, les pièces à conviction. C'est des flacons de quoi? On gardait en fait les flacons des vaccins dans le frigo. Voilà. Oui, enfin, des vaccins, des 10 vaccins. Oui, de ces thérapies. Et donc, dans l'heure qui a suivi, en fait, j'ai été appelée par le commissariat, où en effet, j'ai été proposée à venir me présenter au commissariat. On ne vient pas vous chercher, on vous invite? Il n'y a pas eu besoin, parce que là, c'est pareil, je me rends bien compte que la résistance ne va pas servir à grand-chose. Je vais quand même aller rencontrer mon avocat avant. On va repousser la garde à vue d'une journée. Et donc c'était un mercredi, et le jeudi, je me présente au commissariat et je suis placée en garde à vue pour 48 heures. 48 heures. Mais je ne sais pas à ce moment-là que ça dure 48 heures. En fait, je ne sais absolument rien. On vous dit que ça peut durer 48 heures? On me dit rien du tout. On vous donne pas l'information avant? Non. Non, ils sont censés vous informer, je crois. On me dit rien du tout. Je viens pour répondre à des questions. Donc je sais même pas finalement que je vais être placée en garde à vue. Mais après, c'était une évidence. Mais n'empêche que dans les faits, je n'en sais rien. Comment ça se déroule, une garde à vue, dans ces cas-là? Alors, comment ça se déroule une garde à vue? J'imagine que chaque garde à vue est particulière, mais la mienne, en tout cas, elle se déroule... C'est un monde que je connais pas, en fait. Donc, je n'ai aucune maîtrise de ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est correct et incorrect, qu'est-ce qui se fait pas, j'en sais rien. En fait, donc, comment ça se passe une garde à vue? Eh bien, on te dépouille de tout ce que tu as. T'as quand même des habits, mais on te dépouille de tout ce que tu as. Alors, ça va être bête, mais même une femme, on lui enlève son soutien-gorge, on t'enlève tes bijoux, on t'enlève ton chapelet, on t'enlève ta croix, on t'enlève ta médaille de mari, on t'enlève tout. Et puis, t'es placé en cellule et puis tu attends. Donc la cellule, c'est une espèce de pièce bétonnée, froide, sale, même très très sale, insalubre, avec caméra dans la cellule, fermée par une espèce de grille. Enfin, vraiment, c'est complètement hallucinant. J'imagine que c'est sûrement fait exprès, et puis sûrement qu'ils font avec les moyens qu'ils ont aussi. Et puis, il y a les menottes aussi. Donc, je pensais pas... En cellule? Il y a eu une période où j'ai été menottée en cellule. Ouais. Et puis... alors, combien de temps, j'en sais rien, mais j'imagine assez rapidement, parce que dans ces moments-là, le temps est tellement distendu qu'on ne maîtrise rien. En fait, ça a été toute une journée d'interrogatoire. Donc, je montais voir les enquêteurs, je répondais à leurs questions et je revenais en cellule.
Et ça a duré, oui, bien 12 heures, je pense. Ouais. Comment ça se termine ? Ça se termine, ça se transforme en 48 heures en garde à vue. En fait, j'ai vécu 12 heures d'interrogatoire et le reste du temps en cellule. Ils m'ont fait dormir sur place et le lendemain, une journée d'attente où tu ne sais absolument pas ce qui t'attend, tu ne sais pas où tu vas, je suis déplacée. Donc dans ce déplacement, je ne sais pas où je vais. Et j'atterris dans un endroit, je ne sais pas où je suis. Donc je ne sais pas si je suis en détention provisoire, si je suis au tribunal, si je suis dans un autre commissariat, je ne sais pas où je suis. Vous commencez à avoir des peurs de projeter peut-être la prison, etc. Est-ce que dans ces cas-là, on perd contrôle sur sa phobie ? On perd contrôle et je pense que c'est nécessaire de perdre contrôle pour atteindre quelque chose de plus grand et de plus solide. Ouais. C'est très spirituel. Très spirituel, mais parce que ça ne... Alors, j'ai envie de dire, ça ne peut être que spirituel. Ça ne devrait être que spirituel. Il n'y a que ça qui peut nous sauver dans ces moments-là. C'est une opportunité énorme. Je crois que j'ai jamais été autant en communion spirituelle avec Jésus et Marie à ce moment-là de ma vie, en fait. Donc oui, c'est très puissant. Mais évidemment, la peur est venue me saisir et c'est à travers la peur que l'éclatement a pu opérer en moi. Mais oui, la peur est venue. La peur est venue de... c'est pas possible. Je ne peux pas finir en prison avec une enfant qui a tout juste 1 an. Et un chéri qui m'accompagne dans la vie avec un tel amour, je peux pas être retirée de ce foyer, c'est pas possible. Donc c'est non. Alors puisque c'est non, il y a autre chose. Ensuite, quand vous pouvez enfin sortir, vous savez à ce moment-là que votre vie va changer. Avant, vous étiez infirmière, emploi a priori stable, etc. Là, vous savez quand vous revenez à la fin des 48 heures. À la fin des 48 heures, en fait, je sors de ces 48 heures de garde à vue parce qu'il y a un procès en comparution immédiate. Ah oui, procès tout de suite. Donc procès tout de suite. Voilà, il n'y a pas de... On n'attend pas 2 semaines, c'est comparution directe. Comparution directe, avec un dossier comme ça, que mon avocat, je crois qu'il a eu 1 heure pour lire ça. Voilà. Donc il faut aller à l'essentiel, il faut chercher qui m'a dénoncé, et voilà, sur quoi on part pour travailler. Ah oui, oui. Ouais. Et donc... Comment ça se passe tout de suite d'être dans un espace où on est jugé malgré... Ouais. Vous, encore une fois, selon vos valeurs, comme ça il faut parler, vous n'avez rien fait de mal là-dessus. Vous savez que c'est en opposition à ce que l'État... Je sais que c'est dur, mais selon moi, je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Et j'ai fait ce que j'avais à faire pour répondre justement à cette déontologie. Donc je ne comprends même pas pourquoi je suis là, en fait. C'est parfois... complètement lunaire. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Est-ce que parfois de désobéir, c'est de faire la bonne action ? Ou est-ce que désobéir, c'est agir dans un bon chemin, aujourd'hui ? Eh bien, moi, je crois que quand on désobéit, c'est parce que l'ordre ne nous permet pas d'être dans l'obéissance juste. Et donc, pour être dans l'obéissance juste, notre devoir, c'est de désobéir. Mais c'est dur, parce qu'on sait que en face, ça va pas être d'accord, et que la sanction est potentiellement là. Quand on nous demande d'obéir comme une machine, comme un robot, eh bien, désobéir est un acte d'humanité. Parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et c'est ça qui nous différencie des machines et des robots. Peut-être qu'ils voudraient qu'on soit des machines et des robots, mais on ne l'est pas encore. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui a mené la... Comme on disait, on ne s'est pas posé de questions. On avait des gens... voilà, je te laisse continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas adapté à un être humain. On est dans une société, dans des politiques et dans une façon d'organiser la vie qui n'est pas adaptée à l'être humain. Donc en ça, votre question de se demander est-ce qu'ils veulent qu'on soit des robots est légitime. Et non, il n'y a pas de pardon, c'est tout à fait juste. À partir du moment où on robotise l'humain, on se trompe. Et très souvent, moi, on me dit
Ouais, hello, t'es un super-héros. Non, mais je suis pas un super-héros, en fait. Je suis juste une humaine qui a fait la part qui était juste à faire. Peu importe le risque, peu importe ce que ça m'en coûte, je sais pertinemment, et je savais pertinemment qu'il y avait un risque. À partir du moment où on sort du jeu sociétal, forcément, on va venir nous chercher. Oui, mais c'était pas possible, en fait. Et c'était de notre devoir que de dire non. Quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd à porter. Parce que le quoi qu'il en coûte, il va aller jusqu'où ? Et jusqu'où la comparution, c'est tout de suite... En début de procédure de cette comparution immédiate, la procureure de la République annonce une couleur qui est très inquiétante pour moi, parce qu'elle annonce 7 ans de prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction définitive d'approcher un patient, peu importe le métier. Donc là, on est sur combien de faux passes ? Enfin, je ne sais pas si la quantité est importante, c'est la question qui me vient là, comme ça. Moi, je pense que la quantité n'est pas importante, Okay. Mais pour eux, peut-être. Moi, je pense qu'elle n'est pas importante, c'est une histoire d'action. Un seul ou 100 faux passes, ça serait 7 ans, elle aurait demandé 7 ans. J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question. Quoi qu'il advienne, ça c'est sûr, la punition aurait été là. J'en ai fait une centaine. Je ne sais pas du tout si c'est une histoire de nombre de faux passes. On m'a beaucoup aussi dit ça, oui, mais toi aussi, si tu n'en avais fait que 2 ou 3, j'en sais rien. En fait, je crois qu'on ne se pose même pas la question. En fait, à ce moment-là, on fait ce qui est juste pour nous, quoi. Non, moi, ce qui me choque, c'est... Oui, ouais. enfin, oui, l'aberration. Mm. Je ne suis pas une criminelle, en fait. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste en situation d'urgence et en situation inconnue. Je répète, c'est ce qu'on a vécu, on n'avait aucun repère, en fait. 7 ans, qu'est-ce qui justifie ça ? Est-ce que parfois, ils avaient l'impression qu'il y avait un commerce de ça ? Qu'est-ce qui justifie ? Alors, je pense que oui, parce qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de soignants qui ont fait des faux passes pour l'argent. Et il y en a beaucoup aussi. Il y a eu un commerce noir qui a existé pendant la période du Covid. Voilà, je te fais un faux pour 500 €. Donc là, c'est encore autre chose qui s'est joué. Hein. J'avais entendu ça sur des jeunes qui étaient recrutés à 19 ans dans des vaccinodromes, etc. On n'est pas sur du professionnel, infirmière ou... Si, il y a des infirmiers et des médecins qui n'ont pas fait... Mais après, c'est toujours la même chose, c'est une histoire d'humain. C'est une histoire de valeurs et c'est pas parce que je suis médecin ou infirmière que toutes mes valeurs sont au bon endroit. Ça, c'est légitime, c'est comme ça. Mais là, c'est intéressant parce que là, qui requiert les 7 ans ? C'est la procureure de la République. C'est la procureure. Donc la procureure requiert ça avant même de vous avoir dit bonjour. Oui. Je veux dire, avant même de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir parlé, de vous avoir demandé « Élodie, c'est quoi ce bazar ?» Ça, ce serait presque légitime. On en serait sur... C'est-à-dire que là, c'est non bonjour, non, dossier, ok, infirmière, prison ferme. 7 ans. Et 7 ans. Et en fait, pendant ce procès, il y avait le juge, l'avocate de la CPAM, l'avocate de l'ARS et la procureure de la République. Cette ARS, femme... c'est Agence régionale de santé, CPAM, c'est la caisse primaire d'assurance maladie en France. Oui, c'est vrai qu'on parle un petit peu en code. Oui. C'est un jargon. La seule personne qui me pose des questions, c'est le juge. Ni l'avocate de l'ARS, ni l'avocate de la CPM, et encore moins la procureure, ne me pose la moindre question. Je n'existe pas, c'est bim, vous avez fait ça, vous êtes une mauvaise personne, punition. Il faut condamner. Condamner. Et on veut plus vous voir, quoi. Ce que je ressens vraiment, c'est on vous écrase et on veut plus vous voir. C'est horrible, ça. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de pas de fait vers vous pour... Non. Qu'est-ce qui vous a amené à cela dans votre chemin de vie, quoi ? Et même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, dans toutes les étapes de procédure, dans les courriers, on lit en en-tête de phrase « L'ordre infirmier contre Élodie ». C'est hyper agressif, ça. La première phrase « Contre ». Mais pourquoi vous êtes contre moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous soyez contre moi ? Je n'ai fait que ce que je pouvais faire à ce moment-là, en fait. J'ai fait mon possible. Et donc, à la moitié de ce procès, la peine est divisée par 2. Donc, au lieu de 7 ans, ça passe... Par 2 et des brouettes, ça passe... Au lieu de 7 ans de prison ferme, ça passe à 3 ans.
Au lieu de 750 000 euros, ça passe à 350 000 euros. Et au lieu d'une interdiction à vie, ça passe à 3 ans de mise à pied, en gros. Voilà. Et à la fin du procès, après tout un tas d'étapes pendant ce procès, je rentre à la maison avec 4 mois de prison avec sursis, 18 mois de mise à pied et 1 000 euros d'amende. Donc ça, c'était en février 2022. En avril 2023, je suis passée en chambre disciplinaire au siège de l'Ordre des infirmiers à Bordeaux. Et eux m'ont radiée définitivement. Voilà. Donc ça, c'est très douloureux parce que je ne comprends pas à l'époque pourquoi ils sont absents de ce premier procès que j'ai eu, alors qu'ils étaient au courant. Au départ, je ne le savais pas, mais je l'ai su dans les écritures qu'ils m'ont envoyées. Et ils portent plainte contre moi après le procès en pénal. Donc ça veut dire qu'ils estiment que ce que j'ai déjà vécu, ça suffit pas. Il faut m'en rajouter une couche et me virer. Il faut me dégager. Il faut que celle-là, on veut plus en entendre parler, quoi. Donc c'est mon corps de métier qui est censé me protéger, qui est censé me soutenir dans la déontologie, qui me vire parce que j'ai respecté la déontologie. C'est effectivement le rôle premier des ordres, c'est de nous protéger justement et de prendre notre défense, alors qu'on constate que on est des hérétiques, quoi. On est des... Ah ben le bûcher existe, on est brûlé. L'Inquisition, quoi. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est le manque de questionnement, le manque d'essayer effectivement de faire un pas vers l'autre, quoi. C'est vraiment, c'est tout de suite, il faut couper l'herbe sous le pied, quoi. Et lorsque je me suis présentée à Bordeaux, du coup, dans cette chambre disciplinaire, je leur dis, mon souhait premier, c'est de pouvoir discuter avec vous, qu'on puisse parler. Pourquoi vous leur avez dit ça? Oui, pourquoi on se retrouve en chambre disciplinaire? Pourquoi il n'y a pas des étapes avant, en fait? C'est insupportable, zéro communication, rien, parce que des échanges de courrier avec eux, il y en a eu pas mal. Oui, c'est qu'en fait, on arrive tout de suite garde à vue, ensuite c'est tout de suite comparution, ensuite c'est tout... Voilà, non, mais c'est... pam. Ouais. Sans aucune solution, sans aucune solidarité, sans aucune compassion, sans aucune recherche de compréhension. C'est non, ce qu'elle raconte, on ne peut pas l'entendre, virez. On est soignant. C'est-à-dire que ceux qui me virent sont soignants, ils sont infirmiers. On a signé les mêmes chartes, les mêmes codes. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Radier, pour quelqu'un qui n'a pas du métier, quels sont les tenants et aboutissants d'être radié? On ne peut plus du tout exercer aucun métier dans le soin, c'est-à-dire on a fait 10 ans d'études et puis c'est fini du jour au lendemain, on doit repartir de zéro sur d'autres métiers qui n'ont rien à voir. Tout à fait. Jusqu'où ça va, la radiation? La radiation, c'est effectivement, c'est à vie, on fait une croix sur... quelle que soit la formation, on est écarté de ce secteur-là et puis on se débrouille pour trouver un autre emploi qui n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Absolument, oui. Mais tu as fait appel donc Donc j'ai fait appel à cette décision en mai 2023. J'ai reçu un courrier en janvier 2025 comme quoi ma demande avait été réceptionnée. Et là, j'ai reçu la date du procès en appel à l'Ordre des infirmiers à Paris, qui aura lieu le 23 juin. Donc il faut quasiment 2 ans de démarche, plus de 2 ans de démarche. Pour répondre à un courrier et donner une date. Par contre, pour la comparution immédiate, là, ça va vite. Donc c'est 3 ans, 3 ans sans revenu, 3 ans sans aucune aide sociétale quelle qu'elle soit. Oui, parce que du coup, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. C'est que tu es dans une situation économique, le médecin est mis dans une situation économique grave, quoi. Oui. Médecin, infirmière, etc. Quoi. Non, c'est horrifique. On a une pensée pour aussi tous les soignants suspendus qui n'arrivent pas aussi... tout à fait. Même eux ne sont pas radiés, mais finalement n'ont pas voulu retourner dans le système de santé. Vous faites partie d'un lot de professionnels de santé qui avaient des valeurs. Moi qui en ai rencontré, je sais pas combien j'en ai rencontré sur les 15 000, quoi, mais 500, 600 avec qui j'ai parlé, à chaque fois c'est toujours pareil. Ce sont les mêmes propos, les mêmes... On n'avait pas les bonnes informations du gouvernement, on n'avait pas les bonnes politiques forcées du gouvernement, donc heureusement qu'on a fait nos choix en conscience, et puis finalement on ne veut pas retourner dans le système de santé qui reste aujourd'hui dans nos hôpitaux. Moi, c'est une autre question. Non, mais c'est une grande question, parce qu'on nous voit comme des illuminés, des hérétiques, comme tu dis, alors que si
Parce que je me dis quand même, si on arrive à se poser ces questions-là, c'est qu'il y a du fondement. On ne se pose pas cette question parce qu'on se dit, tiens, à partir de 2021, je vais rater ma vie. Non, en fait. On ne décide pas de rater notre vie, on ne décide pas de s'exclure de la société comme ça, par illumination. C'est qu'il y a quelque chose de profond qui est à respecter à tout point de vue. Et ce qui est très perturbant, c'est que quand même, ça fait 3 ans. Même ça fait 5 ans depuis le début du Covid, et puis ça fait 3 ans qu'il y a eu ces suspensions, ces radiations. À aucun moment, pour l'instant, on est revenu vers nous. Et pourtant, aujourd'hui, il y a tellement de victimes d'effets secondaires. Ah non, mais ça, c'est le truc le plus passionnant, de toute manière. Moi, je comprends pas, même les gens qui défendaient la vaccination, nous, dans les médias, on n'a jamais incité à ne pas se faire vacciner ou autre. Essayer d'avoir une information. Une information, justement, libre et éclairée. Même moi, ce qui m'étonne, c'est que même ceux qui défendaient coûte que coûte les campagnes de vaccination, comment aujourd'hui ces personnes-là ne demandent pas, elles aussi, à avoir des enquêtes sur les effets des vaccins. Je parle pas même des victimes qui demandent... Aujourd'hui, ce sont les victimes qui demandent des enquêtes, ce sont les gens qui doutaient à l'époque qui demandent des enquêtes, et qui ne sont jamais écoutés. Et les victimes des effets des vaccins, c'est pas des victimes qui ont fait des faux passes, des victimes qui croyaient dans le vaccin et qui aujourd'hui développent des maladies de Charcot, des turbocancers, j'avais jamais entendu ces trucs-là à l'époque, des myocardites. Et autant... Nous, dans le sport, on en voit énormément qui tombent, plus qu'avant. Donc il n'y a pas d'enquête, tu peux le dire comme ça, là je le dis. Moi, je fais des trucs empiriques, mais tu peux pas Il y en a qui le disent, mais il n'y a jamais d'enquête. Comment les gens qui défendaient ces campagnes de vaccination, aujourd'hui, ne disent pas, bon, quand même, on a tenté un truc qui était... Dans l'urgence, on a fait comme on a pu. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. Est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui s'est joué ? Enquête. Oui, voilà. Non. Et même une enquête foireuse. Moi, je prends tout, genre, aujourd'hui. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même... Pardon. Non, je veux dire que notre légitimité, elle était là parce que là, pour parler d'un cas tout à fait factuel, on va reparler d'Anthony Rio. Et c'est cet étudiant nantais qui était en 6e année de médecine à 24 ans, qui a eu une dose AstraZeneca, et qu'on l'a retrouvé 10 jours après, raide mort, avec des thromboses dans tous ses organes. Le médecin légiste qui a fait l'autopsie a dit à la maman, Myriam, que j'ai eu au téléphone il y a 1 heure, on lui a dit il ne pouvait pas s'en sortir, il y avait des thromboses dans tous les organes. Et en fait, pour reprendre les dates des faits, en fait, il a été vacciné le 8 mars 2021, il a été retrouvé le 18 mars 2021. Myriam Rio, elle a tout de suite été sur Internet, elle a regardé, parce qu'elle est parvenue à avoir le numéro de lot, qui est le lot ABV 5300, mais pas par le lieu de vaccination. Elle a téléphoné 10 fois apparemment dans le lieu de vaccination, et c'est finalement par un pharmacien qui a été sur le code, le dossier Amélie de son fils Anthony qui était décédé, et qu'on a vu que c'était le lot ABV 5300. Elle a tapé ce numéro de lot sur Internet. Il y a une note de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, avec mise à jour du 17 avril, donc 1 mois après le décès d'Anthony Rio, qui disait que ce lot, il avait été refusé en Scandinavie, en Suisse et en Autriche, mais pour des thromboses multiples, mais qu'en France, il n'y avait aucun problème, on pouvait continuer à vacciner avec ce lot. Et que Véran, le 11 mars... Olivier Véran, le ministre de la Santé de l'époque. Voilà, un des nombreux médecins, un des nombreux ministres de la Santé, disait qu'on pouvait continuer à vacciner avec AstraZeneca, notamment les femmes enceintes. Donc, et ça, c'était 1 mois après le décès d'Anthony Rio à Nantes. Et donc, c'était vraiment pire que de la roulette russe, quoi. Hein. On faisait... c'est ça qui est très, très, très choquant. Et puis, c'est le nuage de Tchernobyl où on dit... où Corinne Lalo, à l'époque, montrait cette salade allemande décontaminée. Par contre, en France, à 200 mètres, tout va bien. Exactement. Tout va bien sous le soleil. Oui. Et puis, effectivement, ils se sont enfin résolus à interdire, à ne plus vacciner avec l'AstraZeneca, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais c'est juste une semaine avant sur les plateaux, il disait, je vous regarde droit dans les yeux, si je pensais qu'il y avait le moindre risque, et puis vers mars 2021, et puis 1 semaine après, le gouvernement annule AstraZeneca et renvoie tout ça, si je peux me permettre, c'est super grave. Si je pensais, mais on n'a pas à penser, on a à savoir en fait. Et il est là le problème, c'est si je pensais,
alors non mais ça suffit pas. Mhm. On doit savoir, on doit connaître les risques avant de faire un traitement comme ça, massif. Parce que c'est pas juste un traitement pour une personne. On n'a pas juste dit, allez, on va prendre 10 personnes, on va tester. Non, non, là c'est profusion de masse. Alors les gens nous disent maintenant, bon, il y a toujours eu des décès, il y a toujours eu des accidents sur les vaccins. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Le Covid, là, leur soi-disant vaccin, en fait, il a fait plus de victimes et de décès que les 35 ans de vaccination, tout vaccin confondu. Et ça, ce sont des choses tout à fait factuelles. Pierre Chaillot aussi, qui est quand même un statisticien qui a travaillé à l'INSEE. Qu'on a reçu ici il y a 3 mois. Voilà, il parle quand même de 10 à 20% de mortalité dans tous les pays vaccinés. On parle au niveau mondial d'environ 17 millions de morts suite à la vaccination, de 17 millions de morts, ce qui fait quand même 3 fois la Shoah quand même. C'est quand même... Donc voilà, ça c'est factuel, ce ne sont pas des choses inventées. Moi aussi, si tu me donnes la parole, je voudrais vraiment parler des nombreuses victimes auxquelles j'ai été confronté, que ce soit la fille de Didier Magne qui avait 21 ans, Élodie, qui a fait une thrombose de la carotide à 21 ans. C'est des choses, moi, tu parlais des myocardites. Pendant 35 ans, je suis chirurgien ORL, j'ai vu une vraie myocardite virale. J'en ai vu une fille de 24 ans qui est décédée d'une myocardite virale. J'en ai vu une sous toute ma carrière. Maintenant, Mathieu Dubois, qui est porte-parole de la victime, il les collectionne. Il y en a une quarantaine. Et des jeunes de 30 à 50 ans, alors qu'une pathologie qui survenait par rapport... là, je parle de la sclérose latérale hémiotrophique, des maladies de Charcot, maladie de dégénérescence où on se retrouve en chaise roulante à 30 ans, avec aucun espoir de guérison. Et là, il les collectionne, je veux dire. Il y a plein de jeunes sportifs aujourd'hui alors, je ne sais pas si c'est un effet de loupe dans les médias, mais il y a des stars de sportifs qui ont des thromboses d'entre 19 et 24-25 ans. Je ne sais pas si... Moi, je n'en ai jamais parlé avant. Je ne sais pas s'il y a un effet loupe aujourd'hui, peut-être. Mais... Enfin, un effet loupe, je ne saurais même pas où, parce que personne vraiment ne parle de ça. C'est quand on creuse, il y a cette thrombose-là. Mais donc, voilà, c'est encore une fois, il faut des enquêtes, quoi, qu'on comprenne. Bien sûr, sans enquête, tu peux spéculer, mais la thrombose, c'est vraiment ça, quoi. Thrombose dans l'épaule, tu vas avoir un caillot qui se forme. Oui, mais et ça... pour être en contact au niveau de nos collectifs avec des scientifiques de très haut niveau, que ce soit Jean-Marc Sabatier, que ce soit Hélène Banoun, que ce soit Alexandra Henrion-Caude, qui se sont vraiment mouillés, qui ont écrit des choses dessus. Quand on pense qu'Alexandra Henrion-Caude, elle a fait de la recherche, elle sait précisément ce que c'est qu'un ARN messager, elle en a découvert des micros-ARN elle-même, et donc elle le décrit dans son livre « Les apprentis sorciers ». Et... la protéine spike qu'on produit est éminemment toxique, et elle est toxique pour tout notre système endothélial. Donc c'est la couche la première couche cellulaire qui revêt toutes nos artères et toutes nos veines, et comme elle est distribuée dans tous nos organes, on peut avoir des pathologies à tous les niveaux, que ce soit cardiaque, mais comme tu le dis, au niveau des sportifs, le muscle cardiaque est vraiment très 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 riche en récepteurs ACE2, ça c'est toute la pathologie, la physiopathologie que nous décrit Jean-Marc Sabatier avec l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est un système hormonal apparemment qui régit toutes les pathologies chroniques. Et quand on voit effectivement les 50 dernières années de médecine, enfin moi j'en ai vécu 35 sur toutes les pathologies chroniques, les traitements sont pitoyables, sont déplorables. On n'arrive pas à traiter des maladies chroniques. Je veux dire, pour moi, il y a vraiment une médecine d'urgence où si on a un trauma crânien, qu'on doit se faire drainer un hématome, heureusement qu'on a... Voilà, ça ce sont des miracles. Mais toutes les pathologies chroniques, pour moi, on les entretient. On a un phénomène où on ne peut pas arriver à d'autres conclusions que la médecine qui est en train de se mettre en place entretient par les drogues chimiques qu'on nous administre. Et déjà, les anciens vaccins étaient sérieusement à remettre en question.
Et ça, des gens comme le père et le fils Joyeux l'ont fait avant l'heure. Le professeur Joyeux. Oui. Joyeux. Voilà, le professeur Joyeux. Et parce qu'ils contiennent de l'aluminium en quantité astronomique. Il y a du formaldéhyde qui est du formol qui est fait pour conserver les cadavres, alors qu'on donne ça à des petits entre 2 mois et 18 mois. Et là, on est passé à 5 injections obligatoires. On est passé à 16 injections obligatoires depuis Sarkozy. Et donc, il y a des gens qui ont pris le temps de calculer les doses rien que d'aluminium, qui est un adjuvant pour booster l'effet immunitaire des vaccins. On arrive à des doses 1000 fois, 700 fois, 1000 fois supérieures aux doses toxiques de l'adulte, à des petits qui pèsent 5 kilos, quoi. Enfin, donc là, oui. On va revenir sur tout ça. Bien sûr, bien sûr. On va prendre votre témoignage aussi juste après Michel. Je voudrais qu'on finisse un petit peu avec Élodie là-dessus. Ça doit faire presque 1 heure d'émission et il nous reste encore après toute l'histoire On va refaire toute la vie de Michel juste après. Non mais sans blague, pour finir là-dessus, j'avais encore 2 petites questions. Déjà la première, c'est une question à la limite qui aurait pu faire le pont, on en reparlera tout à l'heure. Il y a beaucoup plus... Ok, faut pas que je pose la question d'une mauvaise manière. Mais en gros, il y a beaucoup plus de personnes qui ont résisté, c'est même pas trop le terme, mais en gros qui ont résisté à un certain âge ou à une certaine place de leur carrière, c'est-à-dire vers la fin ou proche de la retraite. Probablement ce qui vous est arrivé. Élodie, vous êtes jeune, il y a eu peu de... Moi qui ai beaucoup... J'en ai parlé de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient dans votre situation ou suspendues, il y avait peu de jeunes. Comment vous l'avez vécu ? Jusqu'à quel moment ça intervient dans votre réflexion ? Est-ce que vous vous êtes dit, non, je vais pas sacrifier ma carrière, il me reste encore 20 ans, ou ce genre de truc ? Comment, voilà, jusqu'à quel degré ça... Peut-être que je me fourvoie et ça intervient pas du tout. Ça intervient jamais. Jamais je me dis, je risque trop pour que j'honore mon intégrité et mes valeurs. Ok, c'est toujours ça qui prévaut. Tout le temps. Et j'espère que ça le sera jusqu'à la fin de ma vie, justement, pour la continuité. Je crois que parfois, il y a ce truc-là aussi de servir d'exemple. Alors, non pas parce que je veux me glorifier et prendre un statut d'héroïsme, ou alors si je le prends, c'est pour moi. Nos valeurs, c'est ce qu'on ne doit jamais égratigner. Jamais. Peu importe le risque. Et donc là, je compte pas. Donc on verra comment le jeu de ma vie va s'orchestrer par la suite. C'est sûr que aujourd'hui, c'est franchement la galère sur le plan financier. Mais par contre, sur tout le reste de ma vie, c'est une liberté qui n'a aucun prix. Vous êtes en paix avec ce que vous avez fait. Pas avec la galère financière dans laquelle... En général, les travailleurs honnêtes, et même dans tous les milieux, nous, on en parlait avant le micro, nous-mêmes en tant que journalistes, pour avoir fait ce qu'on a fait, pour vous donner la parole, on s'est sacrifié pour vous aussi. Chacun se sacrifie, faire un sacrifice. On devrait même pas sacrifier. C'est juste du travail honnête qui fait qu'après, t'es mal vu dans ton ordre, t'es mal vu par tes pairs. Nous, c'est encore pire, il n'y a même pas d'ordre de journaliste, quoi. T'es juste stigmatisé par les autres. Je crois que c'est un sacrifice avec le confort sociétal. Mais c'est pas un sacrifice de nous-mêmes. On se sacrifie pas en s'honorant. Par contre, les autres se sacrifient. Il y a combien de personnes qui se sacrifient eux-mêmes dans la société ? Mais pour ça, il faut connaître ce fameux « qui suis-je » ? Qui je suis ? Quelles sont mes valeurs ? Elles sont où mes valeurs ? Il faut les connaître. Or, est-ce qu'on les connaît, nos valeurs ? Je crois pas. Donc il y a toute cette éducation pour moi qui est à reprendre. C'est magnifique. C'est lourd, c'est dur, mais... C'est des paroles qui font du bien pour ce que les gens comme vous traversent. Comment vous allez aujourd'hui ? Eh bien, du coup, je vais reprendre un peu ce qu'on vient de dire. C'est que, en effet, je suis ruinée. Vous êtes toujours avec la petite fille et Le tout foyer ça. est resté et est devenu solide plus que jamais. Ça, j'imagine. Dans la bataille, on gagne en force si on accepte la bataille. Si on accepte la bataille.
Oui. Je crois que c'est une proposition. C'est la vie qui nous propose de nous recentrer et de revenir à l'essentiel. Même si ça passe par le chaos, la fractale. Je crois qu'il était temps, en fait. Et il est encore temps. C'est fort, hein, c'est lourd, parce qu'on aurait envie de ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Mais est-ce qu'on a le choix ? Je crois qu'on n'a pas le choix. Je suis complètement d'accord avec vous, parce que même quand, en tant que journaliste, on essaie pas de convaincre l'autre, mais juste de parler de société, et puis de dire, comme pour vous en médecine, regarde, non, là, effectivement, on n'a pas les composants dans le vaccin pour proposer un produit sûr. Nous, c'est pareil, quand on montre parfois, regarde, toute cette corruption sur ça. Aujourd'hui, il y a de la malveillance. Les gens, des fois, ne veulent pas le voir. Ouais. Mais c'est en fait, vous le dites, il y a aussi, il faut savoir accepter la lutte, ou je ne sais plus comment vous venez de le dire, quoi. Mais c'est très fort. Oui, c'est accepter la bataille, la traversée, le déchirement, et même la désocialisation. Parce que là, au niveau de la société, oui, je suis une hérétique, une pestiférée, peu importe le terme, et qui est lourd. Parce que du temps des bûchers, peut-être qu'on serait sur le bûcher, oui. Donc comment je vais ? Eh bien, je vais bien. C'est éprouvant. Donc dans l'épreuve, c'est dur, c'est douloureux, c'est intense, c'est fatigant, c'est déformant, c'est parfois humiliant, c'est... vivre le déchirement relationnel, on a vécu tellement d'abandon, de personnes qui nous ont délaissés. Mais ce qu'on gagne à l'intérieur de nous, et donc mon foyer, il est presque à l'intérieur de moi, mais c'est une puissance, c'est le Graal, quoi. Franchement, c'est le Graal. Est-ce que vous parlez d'une forme, quand vous parlez, j'entends une forme d'isolement, hérétique, tout ça, par rapport au groupe, par rapport à la ville. Est-ce que vous avez, moi ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, on en parlait hors micro, ce sont les structures qui se créent de tout ce maillage de personnes honnêtes sur le terrain, qui est parfois trop divisé, alors que parfois c'est entre voisins. Il y a beaucoup de choses à réveiller. Vous, est-ce que vous avez retrouvé une forme de ce type de maillage, de communauté, de gens honnêtes, ou peut-être à travers les réseaux sociaux, puisque nous, pendant cette période, il y a eu pas mal de liens avec résistants ou tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, ce qui m'est venu en écoutant les propos, c'est que c'est comme si, en fait, au moment du Covid, on m'a offert un sac de billes. Et je ne savais pas quoi en faire, en fait, du sac de billes. Et la vie a éclaté le sac de billes, et le jeu se propose au fur et à mesure que les billes évoluent les unes avec les autres. Donc oui, il y a clairement un avant et un après Covid. Et ça, je pense, pour, j'imagine, toute la société, et certainement sur le plan mondial. Peut-être pas dans tous les pays, mais dans de nombreux pays. Donc il y a eu beaucoup de cassures, beaucoup d'abandon de poste, en effet, tu deviens une pestiférée, mais il y a un jeu qui se repropose à nous, il y a des collectifs qui se reforment, il y a des socles qui réapparaissent, et maintenant il va falloir apprendre à s'organiser. C'est une nouvelle phase. Ouais. Et souvent, on parle du nouveau monde, mais en fait, il est aujourd'hui. Il n'est pas demain, c'est maintenant que le jeu est à jouer. Merci Élodie, c'était très fort. Et on n'a pas les mots après quelque chose comme ça. On en avait parlé un petit peu, mais vous ne m'aviez pas parlé de... On a travaillé il n'y a pas longtemps avec tous ces journalistes indépendants, chez qui il y a des invitations à venir au commissariat, où il y a des perquisitions, où il y a des descentes de police. Et vous, perquisition quand vous n'êtes pas là avec votre fille de 1 an, garde à vue, comparution, jugement, c'est vraiment le truc du western où on te pend et ensuite on te juge. En fait, putain, merde, en fait, il n'est pas si con celui-là. Ouais. Mais donc, ça me fait penser à la réflexion d'une de mes patientes et d'une amie qui a suivi un peu mon histoire aussi, et qui m'a cité un proverbe russe qui fait beaucoup de bien. C'est que à blâme infâme, puisque c'est un blâme infâme qu'on reçoit, eh bien, à blâme infâme ne fait que renforcer la dignité. Et ça, je trouve que c'est très vrai dans ton cas. Et voilà, donc c'est ce que je l'oublierai jamais, parce que c'est une réflexion qu'une de mes patientes m'a faite et qui m'a fait beaucoup de bien dans la situation qu'on a vécue.
Voilà. C'est magnifique, c'est une très belle conclusion. Est-ce que maintenant, une conclusion pour un nouveau chapitre avec Michel? Avec plaisir. Voilà, donc la même chose. Oui. On va prendre le temps qu'il faut. Bien, voilà, on se reprojette il y a 4 ou presque 5 ans. Moi, j'ai vraiment attendu la loi, la dernière extrémité de la loi du 5 août 2021 pour l'obligation vaccinale. Il faut savoir que j'ai fait le choix de venir travailler en France parce que je suis belge, j'ai fait ma formation à Bruxelles. La loi du 5 août, c'est, pour rappel, c'est l'obligation vaccinale des soignants en France. Et aussi, pour la petite remarque, la Suède n'a pas fait d'obligation vaccinale, la Belgique n'a pas fait d'obligation vaccinale. Il n'y a pas eu beaucoup, en comparaison, il n'y a pas eu plus de morts du Covid. Le Covid a tué des personnes qui étaient vieilles et débilitées par des tas de problèmes cardiaques, pulmonaires, diabétiques, mais n'a pas tué de jeunes. Ce qui a tué les jeunes, c'est le vaccin. Je l'affirme haut et fort. Je ne suis pas le seul. Enfin, donc ce qui m'amène dans ma situation d'il y a 4 ou 5 ans, je voyais les choses venir. Je me suis dit, moi, je ne pourrais pas me faire vacciner. Déjà, le H1N1, pour moi, en 1999, était pour moi une répétition de ce qui allait se passer presque 10 ans après. Le vaccin H1N1 avait déjà été pas proposé sous la contrainte quand même, parce que je te l'ai dit, Elodie, il y avait des infirmières qui recevaient leur feuille de paie avec vous êtes une menace pour la communauté, vous devez vous faire vacciner sur leur feuille de paie. Donc sur la feuille de paie. Le feuille, un commentaire. Voilà, un commentaire de la direction de la clinique. Donc c'était déjà une menace de les virer si elles ne se faisaient pas vacciner. Donc ça, c'était en 99. Ouais. Moi, j'étais pratiquement un des seuls médecins à dire, de toute façon, et je suis prêt à discuter avec n'importe quel scientifique maintenant de vaccination, la vaccination naturelle ne sera jamais, est toujours bien meilleure qu'une vaccination, qu'une immunité plutôt vaccinale. L'immunité naturelle est toujours bien supérieure à l'immunité vaccinale. H1N1, c'était 2009. C'était 99. 2009, pardon. 2009, oui. C'était pas si vieux. Oui. C'était effectivement... C'est assez récent et effectivement, beaucoup font le lien avec ça. Voilà, 2009, tout à fait, 2009. Bon, là maintenant, on se retrouve en 2019, 2020. Et j'avais déjà constaté le décès d'Anthony, qui était médecin à Nantes, futur médecin à Nantes. Mon fils, Jules, m'avait déjà dit, écoute, j'ai ma copine, elle est plus réglée depuis 6 mois, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, il y a Mélodie Ferron qui avait monté son cycle, avec son collectif avec Où est mon cycle qui partait d'Instagram, avec plein de témoignages de libération de la parole, des troubles, d'effets du cycle menstruel. Voilà. Moi, de mon côté, j'avais déjà dû signer une demande d'autopsie pour un Belge qui s'était fait vacciner en Belgique et qui est décédé après une deuxième injection, qu'on a retrouvé mort. C'était un grand sportif, skieur, il mesurait 1m80, il pesait 68 kg, il était vraiment sportif. J'ai eu des contacts avec sa femme qui m'a demandé, elle m'a expliqué son histoire, j'ai fait la demande d'une autopsie. Et ils sont en procès avec Pfizer parce que, d'un point de vue anatomopathologique, un des pontes qui est prof en médecine légale à Reims a pu mettre en évidence des signes d'infarctus d'abord qui ont suivi la première injection, puis un infarctus massif qui a suivi la deuxième injection par effet d'endothéliite, de thrombose et donc d'ischémie du muscle cardiaque. Il y avait déjà ça. Il y avait ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur qui a développé une maladie auto-immune hyper rare, qui est qu'on appelle un Stiffman syndrome. Stiff, c'est stave, en anglais, c'est raide. Et donc, c'est un syndrome où on développe des auto-anticorps contre des neurotransmetteurs au niveau de la plaque musculaire. Et donc, aussi, on a peur de tomber. C'est la maladie que Céline Dion a également. Elle a cette pathologie aussi. Elle, je ne sais pas si elle se pose des questions. Moi, je m'en poserai parce que je pense qu'elle a dû recevoir des
injections aussi. Enfin bref, ma belle-sœur avait reçu des injections et elle fait le rapport également parce qu'elle avait eu que 2 injections. Quelques semaines après, elle s'est retrouvée dans cet état-là. Qu'est-ce que je peux encore dire donc il y avait... En tout cas, il y avait de quoi alimenter des doutes bien chez sûr, vous, bien sûr. Au moment de... On est quasiment 1 an et demi après le premier confinement. Voilà, exactement. Et moi, je voulais surtout pas être suspendu, je voulais rester en place parce que je vous rappelle que le ministre, après Véran, Braun nous disait il va falloir se faire vacciner tous les 3 mois. Donc moi, je voulais rester surtout en place pour continuer à faire des faux passes tous les 3 mois. Parce que j'ai 4 enfants, et, dont l'une est kiné, et elle devait faire des remplacements, elle devait bouger, elle m'a dit, écoute, je vais me faire vacciner. Je lui ai dit, tu ne te fais pas vacciner, je te fais un faux. J'en ai fait pour mes 4 enfants, sauf mon fils qui est avocat, qui a refusé un faux pass. Il m'a dit, bon, écoute, tu sais, je suis avocat, si on sait un jour que j'ai fait un faux pass, je risque aussi ma carrière, quoi. Donc lui a pris quand même une dose. Pour l'instant, il n'a pas de problème. Voilà. Et donc il y a cette volonté, vous avez dit, pardon, de tout de suite de garder le poste pour faire des faux passes. Pour faire des faux passes, pour protéger vraiment, dans un premier temps, avoir la possibilité de continuer à travailler. Donc je me suis fait un faux pass à moi, et puis à mes enfants qui en avaient besoin. C'est pas une volonté de propager du faux pass partout. Voilà. Pour la famille. Et puis comme Élodie, je me suis dit, mais si je le fais pour moi et pour mes enfants, vu la demande, effectivement, moi j'ai vu d'autres soignants, même des chirurgiens qui sont venus me trouver, qui me disent, et puis des aides-soignantes qui avaient une maison à rembourser, qui avaient 3 enfants à élever. Ils me disaient, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider parce qu'on ne veut pas le faire, et voilà. Moi, effectivement, je me suis posé la question, je me suis dit, la médecine t'a fait vivre jusque maintenant, et tu peux renvoyer l'ascenseur, tout simplement, quoi. Les gens en ont besoin. Et depuis les débuts, j'avais cette conviction intime qu'on prenait vraiment des risques à faire ces injections. Et puis, moi j'ai tout de suite été vers Louis Fouché, vers Jean-Marc Sabatier pour en parler avec eux, et puis vous avez pu vous mettre en contact à plusieurs? Oui, vraiment à plusieurs reprises, par l'organisation du CSI qui s'est fait à Saintes, voilà, le Conseil scientifique indépendant. Ils ont fait un travail énorme. Comment ? Vous êtes toujours en place à ce moment-là? Oui, là, j'étais plus en place. Donc, pour revenir à mon histoire, j'ai fait ces faux passes, et puis je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie. Monsieur le procureur, on a un signalement à votre sujet. Là, on est à quelle date? Donc là, c'était en mai 2022. J'avais tenu 6 à 7 mois. Ce premier faux pass, forcément, au moment... Des obligations. Au moment avant le 15 septembre, qui était la date finale. Voilà, ça c'était le dernier délai. Et puis j'avais fait des faux passes parce qu'on voyait les choses arriver, l'obligation. Et puis avant le dernier délai, j'avais fait une centaine... Enfin, comme Élodie, on a fait environ une centaine de faux passes, quoi. Et donc, je reçois ce coup de téléphone de la gendarmerie. Vraiment dans l'optique de protéger contre de protéger les gens. Oui, exactement. De m'interposer entre cette obligation et les risques de ces injections. C'est vrai que, moi, j'ai toujours été... et on le vit de plus en plus concernant notre alimentation. On va dans une grande surface, on regarde que ce soit une canette ou une pizza, on regarde quand même ce qu'il y a dedans, quoi que ce soit les colorants, les additifs, etc. Et là, j'étais quand même très très surpris de voir que les gens tendaient le deltoïde sans se poser la moindre question vis-à-vis de sociétés
comme Pfizer, qui avait déjà des casseroles au cul de plusieurs milliards de dollars d'amende. L'affaire du trop vent, il y a 10 affaires graves de Pfizer avant le Covid, sans parler maintenant de l'affaire des SMS, pour ceux qui découvrent le Covid. Bien sûr. Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui n'a rien d'élu démocratique, tout sauf démocratique, qui a négocié par SMS les contrats de Pfizer, donc pour rappeler aux gens, et qu'il y a le SMS Gate aujourd'hui, parce qu'on essaie d'obtenir ça. Elle dit, j'ai plus les SMS, donc destruction de preuves. Ça, c'est une situation ubuesque. Mais déjà des dizaines d'affaires de Pfizer avant. Voilà. Donc on était tout à fait en droit et légitime et obligé de désobéir et de faire ses faux. Tout à l'heure. Voilà. Et ce qui s'est passé, donc comme je te l'avais déjà raconté, Romain, le pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses, je faisais comme Élodie. J'ai pris des doses de Pfizer, j'ai pris des doses d'AstraZeneca, de Moderna. Et je reprenais bien le numéro de lot, la date, etc. pour faire des rappels, comme il fallait faire des rappels et des rappels et des rappels. Tout ça a été colligé dans un carnet et à tel point que le pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses, et qui était un jeune pharmacien à Fontenay, et qui a gardé mes enfants, qui a fait du babysitting à la maison. Je connais son père, avec qui on a fait du sport ensemble. C'était vraiment des copains à nous. Et le gars, il a été pris de panique quand un gars de l'ARS est venu à sa pharmacie. Il lui a dit, monsieur procureur, qui est chirurgien en ville, pourquoi il passe son temps à vacciner les gens alors qu'il y a un vaccinodrome en ville. Voilà. Et lui, il s'est dit, ouille, ça sent mauvais, on risque de fermer ma boutique. Et puis, il a carrément dit au gars de l'ARS, oui, mais je pense que monsieur procureur, c'est un complotiste et il remet en doute la pandémie, etc. Donc, je pense qu'il ne fait pas des vaccins. Est-ce que vous pouvez écrire ça à l'ordre des pharmaciens? Et il l'a fait d'emblée. J'ai cette lettre de délation. C'est de la délation pure et simple à quelqu'un que vous appréciez. Voilà, c'est quelqu'un que je connaissais, qui a gardé mes gamins et qui, à 35 ans, a repris une pharmacie dans la ville où je travaillais. Vous avez reparlé à ce monsieur depuis ? Je l'ai recroisé, je lui ai envoyé des articles revus par les pairs où les taux de myocardite, les taux de maladies auto-immunes, de turbocancer, dont on va reparler aussi, ont explosé. Il ne veut rien entendre. Parce qu'il a fait vacciner son père, mais je pense qu'il a déjà eu un retour on appelle ça de karma, parce que son père qui était sportif, qui faisait du triathlon, a dû se faire mettre des stents en urgence. Des stents, ce sont des petits ressorts qu'on met dans les artères qui amènent l'oxygène dans les coronaires. Et donc là déjà il a... voilà, et puis si lui il a pris des doses, tôt ou tard, je crains pour lui aussi, et j'espère qu'il n'en aura pas des problèmes de santé. Ce qui est problématique, c'est que ces retours de karma sont arrivés de plus en plus après. Aujourd'hui, dès qu'on va parler avec j'essaie jamais de brusquer les gens, mais en fait je vois que tout le monde est en mode... plus personne ne remet, sauf ceux qui sont vraiment pris la tête dans des débats très très durs, ont rompu les contacts avec la famille, mais tout le monde arrive sent qu'il y a un truc qui va pas avec cette affaire-là. C'est pour ça que votre prise de parole aujourd'hui est importante. Mais oui, et puis je te remercie encore, Romain, aussi, effectivement. Et donc, pour continuer ma petite histoire, je me rends à la convocation de la gendarmerie en mai. Et puis, heureusement, purement parce que j'ai pas vécu de garde à vue. Le commandant de gendarmerie m'a dit, écoutez, je vous connais bien, vous avez opéré mes gamins il y a 8 ans, ils vont très bien, je vous remercie, monsieur le procureur. Et puis vous faites de la course à pied, et puis on connaît plein de gens qui font de la course à pied. Et donc on avait déjà des relations presque amicales. Et il m'a dit, normalement vous êtes en garde à vue, mais je vous laisse rentrer chez vous. Normalement vous avez le protocole Élodie. Voilà, le même protocole qu'Élodie, auquel j'ai pu échapper, vu mon grand âge, et la relation peut-être particulière que j'avais déjà avec ce commandant de gendarmerie. Mais normalement, c'est 48 heures peut-être de garde à vue, audition, on revient de la cellule, etc. Voilà, parce que moi, d'abord, il m'a dit, vous savez...
Bon, d'abord, j'ai nié. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai fait des vaccins, mais bon, dans un premier temps, j'ai nié. Et puis, il m'a dit, vous savez, on a tracé les téléphones et il y a des gens qui ne sont même pas venus à votre cabinet. Et effectivement, ma fille qui habite Chamonix, elle m'avait demandé un passe pour une de ses copines qui devait prendre l'avion pour aller en Argentine, reconnaître le corps de son copain qui s'était tué en escalade. Elle ne voulait pas se faire vacciner. Mais... Voilà. Mais elle n'est pas venue à mon cabinet, elle était de l'autre côté de la France et je lui ai envoyé un faux passe par Internet. Mais ils avaient tracé tous les téléphones, ils avaient repris tous mes actes. Avant l'arrestation. Avant mon arrestation. Vous avez parlé de mise sur écoute aussi. Avant, voilà. Et donc, tous les téléphones avaient été ciblés. Tous les ils sont très organisés. Très organisés. Voilà. Des proches. Pas forcément des personnes qui ont reçu le faux pass. Si, je pense. Ah oui. Moi, dans mon cas, toutes les personnes qui avaient reçu un faux pass, tous avaient été... le téléphone avait été tracé. Tracé. Il n'y a pas forcément un flic. Ils allument juste un truc, ils reprennent les messages, ils ont droit à un accès au téléphone. Là, dans mon cas... Il n'y a pas un policier qui vient, qui fait clac-clac. Non, c'est à distance. Tout est à distance. À distance, et sans que tu le vois venir. Oui. Dans mon cas, il m'a dit aussi, vous savez, il y a quelqu'un qui est dans le 33. Tu sais pas quand t'es sur écoute, du coup. Non. C'était ce que disait Edward Snowden il y a 12 ans, c'est qu'on n'a pas beaucoup évolué dessus. Après, on le devine quand on sait qu'on a été mis sur écoute. On devine parce qu'on dit, tiens, là, mes conversations coupées, mais bon, on ne sait rien du tout. Mais ça peut être le réseau qui coupe, non, ce truc. Voilà. Du coup, maintenant, je me demande si je suis sur écoute aussi. Avec j'ai pas fait de faux passe, mais bon. On était quand même au tribunal avec les anciennes rédactions tous les 6 mois. Ah oui. Oui, nous, c'était pour incitation à la population à ne pas se faire vacciner, quoi. Ah oui, c'est ça. Alors que 0,02% de la production d'articles était sur le Covid et n'était jamais sur « n'allez pas vous faire vacciner ». C'est justement, il y a des traitements alternatifs. C'est l'information. L'information. Oui, bien sûr. Après, les gens ils prennent pas. Oui, bien sûr. C'est la vraie démocratie, ça, c'est pas... Oui, d'accord. Et puis, pour la petite histoire aussi, ils avaient tracé tous mes actes et chaque fois, ils avaient vu que tous les patients que j'avais vus en consultation, en fait, il n'y avait pas d'acte coté parce que je leur demandais, écoutez, je ne veux même pas de consultation, moi, je vous fais votre passe et puis je ne veux surtout pas toucher 1 centime concernant... Pas de commerce. Non. Voilà, pas de commerce, c'est pas du tout, je le faisais pas du tout pour... Et puis il me dit, vous travaillez gratuitement, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, Alors je lui dis, écoutez, entre 2 interventions, j'ai fait ces vaccins, mais d'abord il y avait une incitation, on recevait 5,40 €, que vous le vouliez ou pas, la CPM, vous payez pour vacciner, on recevait 5,40 €. Donc déjà, il y avait une incitation. Une incitation, par la CPM à vacciner. Et donc, là, ça passe encore. Et puis là, il me dit, oui, mais vous savez, on a tracé les téléphones, et puis il y en a, ils ne sont jamais venus vous voir au cabinet. Comment vous expliquez ça? Puis là, écoutez, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. La seule chose qui me fait peur dans tout ce qui se passe, c'est le vaccin. Ce n'est pas le virus, c'est le vaccin. Et donc, j'en voulais pas pour mes gamins, j'en voulais pas pour mes patients, et j'ai fait des faux. Et puis voilà, donc j'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain, j'ai dû annuler 3 mois de consultation, 3 mois d'intervention, j'ai plus revu ma secrétaire du jour au lendemain parce que le flic, le gendarme, il m'a dit, écoutez, recommencez pas à consulter parce que sinon on va venir effectivement vous chercher avec des menottes, vous n'avez pas le droit. Ouais. Voilà, vous n'avez pas le droit. Mais ma situation n'est pas celle d'Élodie, effectivement, ma maison elle est payée, j'ai perdu quand même... 17% de ma retraite parce que j'ai dû arrêter plus tôt que ma pleine retraite. Donc, j'ai une amputation de ma retraite de presque 20%. Et puis, les choses ne sont pas arrêtées là. J'ai été convoqué par l'Ordre des médecins qui a déposé plainte contre moi. Je suis passé en chambre disciplinaire devant 4 collègues, 4 confrères. Donc, il n'y a pas de comparution après la garde à vue. Non, ça c'est... Voilà, c'est plusieurs mois après être passé et avoir arrêté de travailler. Aussi pour la petite histoire, j'avais trouvé dans l'urgence, j'avais trouvé un repreneur de mon activité parce que il y a 30 ans, moi j'avais acheté une clientèle il y a 30 ans et j'avais quelqu'un qui était d'emblée intéressé par la reprise de mon activité dans la clinique où je travaillais.
Et mon associé, pour parler de nos associés, ben, mon associé, tout de suite, a convoqué le gars, lui a dit, vous savez, la clientèle de procureur, elle ne vaut plus rien. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait des faux passes. Donc, voilà, quand on a la tête juste là, hors de l'eau, on peut s'attendre à ce que ses collègues soient là pour vous enfoncer la tête dans l'eau, quoi. Là, c'est ce qui s'est passé, vraiment. Hein, donc, mais ça fait du bien, ça apprend à rebondir dans la vie, et puis c'est comme ça que ça devait se passer. Et puis... En fait, c'est un moment de référence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Ce que vous avez vécu là, tous les deux, il n'y a aucun médecin, aucune société, aucune crise sanitaire où il y a eu cette ampleur-là, où il y a eu des confinements, suivis de port du masque, etc. Oui, mais nous vivons une époque moderne, hein, comme nouveau. disait c'est nouveau. Notre ami des proches, je ne sais plus qui disait ça. Mais ça, du coup, c'est intéressant, parce que dans le futur, votre action servira de référence. Mais vous avez vécu un moment de l'histoire, et il y a des moments comme ça dans l'histoire où il n'y a pas de référence dans le passé. Donc c'est nouveau. Il faut choisir de faire la référence. On ne le choisit pas. Et on ne le choisit pas. Parfois, c'est fluide. Quoi, Donc, je me retrouve en chambre disciplinaire. Louis Fouché à mes côtés, qui est venu, qui a fait le déplacement à Nantes, et je ne saurais jamais assez le remercier pour m'avoir accompagné dans cette galère. On l'a laissé parler 5 minutes, et puis il y a le juge administratif là, qui lui a dit vous savez, monsieur Fouché, on sait que vous savez beaucoup de choses, mais c'est pas écrit dans tout ce qui n'est pas écrit, on n'en tient pas compte, donc on va passer à autre chose. On va condamner monsieur le procureur à 3 ans d'interdiction d'activité. Voilà. Et puis j'attends le pénal aussi, donc je risque aussi des mois de prison avec sursis, ou je pense avec sursis, parce que jusqu'ici il n'y a pas eu de prison ferme pour ça. Et puis aussi, la CPM a eu la bonne idée de se porter partie civile, donc de déposer plainte contre moi auprès du procureur à La Roche-sur-Yon, donc en pénal, parce que je n'étais pas vacciné pendant 6 à 7 mois, donc il me réclame toute mon activité de prescripteur. Donc moi, je voyais des gens qui avaient des cancers du larynx pour lesquels je devais faire passer une IRM ou un scanner pour des tumeurs. Je voyais des gens qui étaient sourds à qui je devais prescrire des appareils, mais je leur prescrivais un appareil, mais ça ne me rapportait rien. Mais la Sécu payait l'appareil auditif, mais c'est à moi de le rembourser pendant 7 mois. À moi de rembourser tous les actes que j'ai prescrits pendant 7 mois. Et donc, ils me réclament pratiquement 200 000 €. Et ça, c'est toujours en cours. C'est toujours voilà, je suis toujours en procédure. J'ai fait appel de ma condamnation d'interdiction d'activité pendant 3 ans. Et ça, donc, normalement, pré-régularisation, vous n'aurez pas à rembourser 200 000 €. Mais là c'est vis-à-vis de ma condamnation d'interdiction d'activité. Maintenant, le pénal et la procédure que la Sécu a entamée envers moi. Si le procureur de la République reçoit la plainte, j'irai en pénal et je devrais répondre de ma haute dangerosité de ne pas avoir été vacciné vis-à-vis des gens que je voyais, alors que effectivement vis-à-vis de certains on passe pour être des héros, et vis-à-vis d'autres on passe pour des gogoles, des charlatans, alors qu'on suit vraiment d'abord notre intuition et puis notre conviction intime d'avoir évité le pire. Il y a une troisième catégorie qui sont les gens qui, juste par votre invisibilisation, n'ont pas connaissance de ce que vous vivez, de ce que vous avez fait. Les soignants suspendus, c'est flou, ça n'existe même pas pour eux. C'est probablement la majorité très 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 silencieuse là et très ignorante. C'est même la majorité ignorante. Je ne veux pas culpabiliser les gens. Non. Mais c'est quand on observe, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils sont encore. Moi à l'époque c'était ils sont encore suspendus. Au bout de 3 mois de. Ça a duré 18 mois par exemple. Bref. Donc c'est intéressant, c'est une troisième voilà. Catégorie de population. Donc voilà où j'en suis. Et puis c'est vrai que. Pendant quelques nuits, on n'endort pas au début, et puis on se dit, de toute façon, ce qui est important, c'est surtout de nous rester intègres, et puis de récupérer de cette aventure, et puis de prendre soin de nous pour pouvoir continuer. Continuer le combat pour
pour la vérité. Et puis une situation que Michel aime bien d'ailleurs, hein, celle de Beaumarchais qui dit que quand le mal a toutes les audaces, eh bien le bien doit avoir tous les courages. Et donc je pense que ça c'est ce qui résume notre action et on peut en être fier, Élodie. Et voilà, donc on continue notre aventure et puis c'est qu'on devait la vivre et je pense qu'il faut même remercier peut-être je ne sais pas qui, le ciel ou autre chose, qu'on ait vécu ça pour prendre conscience de ce qui se passe à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'on récupère notre souveraineté. Ça, c'est vraiment un thème que j'ai à cœur parce qu'on perd notre souveraineté d'abord sanitaire, comme on l'a vécu. Ce sont des gens de l'OMS hyper corrompus qui sont dans le bailleur de fonds, Bill Gates, hein, qui est d'ailleurs encore récemment est en train de dézinguer toute une population en Ouganda en pratiquant des essais de vaccination et où 97% des vaccinés ont des problèmes majeurs de toutes les lignées sanguines, que ce soit des thrombocytopénies, des leucopénies, des anémies majeures. Et donc ça, au nom du bien. Donc la première chose, c'est certainement de quitter l'OMS comme les États-Unis le fait et comme l'Argentine également l'a fait. Il faut dire, l'OMS, il n'y a plus une seule personne dans les comités de direction de l'OMS qui n'a pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Oui, bien sûr. Il faut le dire. Oui, les gens doivent le savoir pour au moins savoir qui croire ou jusqu'à quel degré tu crois quelqu'un qui te présente un produit, justement. Mais oui, bien sûr, oui. Et ça, j'avais fait ma petite recherche, effectivement, aussi, et on voit quand on tape sur Internet quels sont les pays qui ont signé une convention avec l'OMS, ça remonte à 2005, et où on a perdu notre souveraineté. Il y a déjà beaucoup de pays qui se sont retirés de l'OMS, mais en gros, l'OMS décide des pandémies, décide des obligations vaccinales, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait intolérable. Et je dirais qu'il y a un parallèle aussi. Et là, je fais vraiment un appel au soutien à nos agriculteurs en France, parce que le parallèle est évident entre ce qui se passe dans l'agriculture et dans la santé. C'est qu'on a rendu le vivant tout à fait dépendant des intrants, du glyphosate et de Monsanto, en gros, pour nous produire une alimentation de merde. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose vis-à-vis de l'humain avec la santé pour produire une santé de merde. Mais ça les arrange, évidemment. C'est vraiment la notion de stérilité. Enfin, pardon, je te coupe, mais c'est tellement fort. On essaye de nous rendre stériles. Pourquoi, je ne sais pas. Oui. Et on a beaucoup parlé un petit peu en préparation de ce moment-là de notion de résistance. Et on cherchait un petit peu le mot qui pourrait être plus fort, mais en fait, on le nomme tout le temps, ce mot-là. C'est vraiment la notion de souveraineté. À partir du moment où on essaye de rejoindre notre souveraineté, la souveraineté qu'on doit suivre, il n'y a plus de résistance. Pas forcément la souveraineté politique comme aujourd'hui, c'est presque devenu un terme politique. Non, ça n'a rien à voir avec la politique, ou alors la politique va être un outil qui va nous permettre d'être souverain. De le retrouver. Mais ça n'a rien de politique d'être souverain. C'est bien plus fort que la politique. Quand tu n'arrives plus à écouter ton conscient, ce que te dit ton instinct, et que tu n'écoutes que la doxa, ce qu'on te dit de faire, et que tu es purement obéissant. Robotisé. Et que l'obéissance, c'est la sagesse, dans cette théorie. C'est du coup, à ce moment-là, tu perds complètement, tu perds ta souveraineté. Tu perds ton libre arbitre, ton pouvoir de décision en tant qu'être humain. C'est à peu près ça. Bien sûr. Et puis ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on attend qu'un rendez-vous soit pris pour qu'un échange soit fait, mais on ne le voit pas venir. On ne verra jamais de toute façon non plus une étude statistique des résultats honnêtes sur la portée de ces injections. Mais en se basant, comme le fait Chaillot, sur les données globales de mortalité, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, qui est tout à fait anormal.
Réinfo Liberté aussi avait sorti des chiffres par rapport à le drap vigilance. Oui, que ce soit VARS ou le drap, effectivement, le drap vigilance. Avec Vincent Pavant, notamment. Oui, bien sûr. Et donc il y a quand même des travaux qui sont possibles d'arriver à recouper les données entre elles. Bien sûr. C'était passionnant de parler de tout ça avec vous. J'ai repensé à une question... parce que vous avez parlé de comment est-ce que justement ils sont tombés sur ce nombre de faux passes potentiels. Et vous, comment les gens se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir eu des faux passes? Comment l'information a circulé jusqu'aux oreilles de vos collaboratrices à l'époque? Alors c'est très simple, quand on fait des vaccinations, en fait, il faut suivre tout un protocole, toute une ligne de conduite. Et en fait, comme Michel, je ne voulais pas toucher d'argent. C'était pas possible pour moi. Je comprenais même pas d'ailleurs qu'on touche de l'argent pour ça. Et donc je ne facturais pas. Je ne facturais pas mes actes à la CPAM, non pas parce que je voulais leur cacher, mais parce que je ne voulais pas toucher d'argent. Ok. Sauf qu'à un moment donné, c'était pas valable ce que je faisais. Donc j'ai fini par... C'était pas dans les clous. Et non. Donc j'ai fini par facturer à la CPM, et en facturant, au sein de notre cabinet, on avait choisi un outil de travail pour faciliter la prise de données, le montage des dossiers patients. On avait une tablette chacune qui était réunie par un logiciel. Et lorsque une facturation se faisait, elle partait sur toutes les tablettes. C'est très simple, hein. C'est vraiment là du basique de l'organisation. Et donc cette facturation est partie sur les 3 tablettes. Mes associés ont vu cette liste de patients. Et il faut savoir dans nos professions que chaque acte de soin a un code particulier. Et le code associé aux vaccinations, aux dites vaccinations Covid, était vraiment un code à part qui n'existait nulle part ailleurs. Et donc c'était très facile de voir ce dont il s'agissait. Et vu qu'elle connaissait mon discours, parce que moi, quand ce produit arrive, je dis attention, on est responsable de ce qu'on donne aux patients. On est responsable de nos actes, jusqu'au bout. Donc je prévenais à la fois les patients. Et ça m'a été reproché. Oui, vous avez prévenu les patients, en gros, vous leur avez monté la tête. Mais c'est de notre devoir que de dire attention, là, vous risquez gros. Par les 2 associés. Oui. Et puis par même l'ordre des infirmiers qui me reproche d'avoir, en gros, monté la tête à mes patients. Informé. Ouais. C'est intéressant, l'inversion du discours. Hein. C'est qui monte la tête à qui dans ces cas-là? Oui, qui est dans le faux, qui est dans le vrai? Où sont les valeurs? Vos associés, par exemple, comment est-ce que, ou même les médecins avec qui défendaient ces campagnes de vaccination, eux, comment est-ce qu'ils justifiaient justement en eux cette croyance qui tenait presque plus de la croyance là dans les politiques sanitaires? Quel regard vous portez sur eux? Je crois que on a remplacé la notion de père, la notion de Dieu par tout un tas de symboles sociétaux qui ne sont ni notre père ni Dieu. En fait, on prend la société pour notre père et pour Dieu. Et là, la problématique est là. On ne peut pas s'imaginer que la société puisse nous faire du mal. On ne peut pas s'imaginer que l'ordre des médecins ou des infirmiers puisse être contre nous. Moi, je ne peux pas imaginer recevoir un courrier un jour où il y a écrit « L'ordre infirmier contre Élodie Cazobiel ». C'est quelque chose qui n'est pas entendable. Mes associés ne peuvent pas s'imaginer que le gouvernement nous impose un traitement contre nous. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à contre nous, mais ne serait-ce que nuisible. Pour mes associés, si on nous propose ce traitement, c'est qu'il est valable à tout point de vue. Elles ne se posent même pas la question, en fait. Donc moi, je viens vraiment les embêter, quoi. Et je viens tellement les embêter qu'il faut que je disparaisse, en fait. Et oui, c'est trop embêtant. C'est comme si j'étais devenue un moustique. On est des mouches du coche, hein, c'est certain. Non, mais c'est vraiment ça. On est là, mais c'est très bien. Enfin, je veux dire... si on est des grains de sable qui peuvent enrayer ce qui est en train de se passer, c'est absolument délirant, surtout pour
pour les petits à venir, quoi, hein, où les mères devront réellement se battre, les mères devront défendre leur... de nouveau, on revient à la souveraineté de nos corps, hein, que ce soit la souveraineté sanitaire, alimentaire, et de nos corps. C'est vraiment une intrusion sans accord, sans connaître les risques pris, tout à fait irresponsable. Et c'est pour ça qu'Élodie et moi, on revendique certainement une chose, c'est d'être des lanceurs d'alerte. On n'est rien d'autre, et on est en train de l'écrire tous les deux, parce que voilà, on avait une histoire à raconter, et on espère vraiment que ça éveillera des soupçons dans nos confrères, dans nos collègues qui ont, eux, peut-être vacciné toute leur famille, mais qui se remettent en question, enfin, aussi. Et donc, pour reparler des anciens vaccins qui contenaient déjà des choses toxiques, des dérivés de mercure, de l'aluminium et du formaldéhyde, on est en droit d'exiger également un moratoire sur tous les vaccins, que ce soit les anciens vaccins comme les nouvelles technologies qui sont complètement qui ne sont pas du tout au point, hein. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandra Henrion-Côte, c'est Jean-Marc Sabatier, parce que là, d'un point de vue biochimique, les choses sont tout à fait claires et nettes. On nous avait dit que les injections restaient dans le deltoïde. Il y a des gens qui ont été vaccinés. 1400 jours après, on retrouvait de l'ARN vaccinal. Et une des pistes à sûrement exploiter maintenant, c'est les dosages qui se font déjà en Allemagne et qui peuvent faire la différence entre la spike vaccinale et la spike virale. Et la spike virale, ça fait des millions d'années qu'on est déjà adapté avec un système immunitaire qui répond de façon tout à fait adaptée vis-à-vis des infections virales. Là, vu les études sur le microbiote qu'on fait avec la pullulation de bactériennes qu'on a dans nos tripes et qui façonnent toute notre immunité, c'est de nouveau un leurre de penser que l'homme fera mieux, que la main de l'homme fera mieux que la nature, alors qu'en ayant des conseils de naturopathie bien avisés, comme ceux que Élodie a suivis, et pour moi que n'importe quel soignant devrait être naturopathe avant d'être spécialisé dans n'importe quel domaine, et tenir compte du mode de vie, de l'alimentation surtout, de la façon dont on dort, de la façon dont on est entouré affectivement, de la façon dont on bouge. Tout ça façonne notre santé, mais certainement pas des injections faites en labo par Pfizer pour engraisser l'industrie pharmaceutique, quoi. Et ça, le plus beau, c'est que, à l'inverse, hein, le plus étonnant, justement, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes que je rencontre qui travaillent sur la prévention, qui essaient de faire des conférences sur la prévention dans leur, que ce soit dans les hôpitaux ou dans n'importe quel centre, institution qui touche à la santé, à chaque fois, c'est les directions ou les managers, etc., enfin, la hiérarchie, qui va dire à ces personnes, non, on se concentre là sur le cancer, il faut réduire, il faut faire des conférences sur le cancer de ci, cancer de ça. Mais bien sûr. Oui, mais combien de prévention te permettrait d'éviter combien de cancers? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fou. Enfin, je suis pas médecin, mais ça me paraît assez évident qu'un meilleur mode de vie te permet de... Mais on vit actuellement vraiment, moi, ce que j'appelle l'optimisation marketing de la santé. C'est-à-dire qu'une personne, un enfant qui est en bonne santé, rapporte rien. Et là, on est en train de... Enfin, ils sont en train de créer les maladies pour lesquelles ils arrivent comme des sauveurs. Donc on parle beaucoup de cancer maintenant et même de vaccins peut-être adaptés au cancer, mais de nouveau, ils ont créé la situation pour laquelle ils ont déjà les remèdes, quoi. Ils ont créé les maladies pour lesquelles... Il y a une explosion de turbocancer, comme tu le disais tout à l'heure, tout simplement... C'est des cancers qui se répandent très rapidement, hein, du coup. Oui, parce que, en fait, de nouveau, pour reparler aux travaux de Jean-Marc Sabatier, en fait, on s'est rendu compte que l'activation de tout ce système rénine-angiotensine qui est ubiquitaire, qui est dans tous nos organes, agit sur l'immunité acquise et innée, et aussi, il agit sur des gènes
sur des gènes anti-oncogènes, donc une partie de notre génome qui a la fonction de réparer notre ADN. Parce que ce soit le vieillissement, les pesticides, la pollution, tout ça abîme notre ADN. Et donc, de façon régulière, on doit avoir une réparation de notre ADN, notamment par la vitamine D aussi, qui peut agir sur l'extinction ou le fait d'allumer certains gènes. Et ces gènes anti-oncogènes, et je parle d'un gène qui est le gène P53 et qu'on appelle le gène notre ange gardien, parce qu'il répare justement notre ADN pour éviter de tomber dans des processus métaplasiques et néoplasiques, donc de cancer. Et donc, ces turbocancers sont directement liés, effectivement, à l'activité de la spike sur tout ce système. C'est ça qui est complètement... parce que l'immunité, c'est pas seulement se défendre contre les bactéries, les virus et les champignons, c'est aussi la reconnaissance du soi et du non-soi, d'éviter de dériver dans des maladies auto-immunes, qu'on voit exploser maintenant, et aussi de nous réparer face à des proliférations cellulaires anormales comme les turbocancers. Et ça, c'est vraiment anormal on parlait de l'invisibilisation des médias mainstream sur ce que vous avez vécu, sur nos produits, etc. Mais la spike est aussi extrêmement invisibilisée. On ne parle jamais, dans les personnes qui s'informent sur les canaux indépendants connaissent la spike. Toutes les personnes qui s'informent sur BFM, TF1, France 2, j'en passe, n'ont jamais entendu parler de la spike. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de la désinformation. Il y a on en parlait avec Jacques Beau tout à l'heure, un colonel du renseignement suisse, il dit c'est la mésinformation. Tu retires l'information. Il n'y a même pas de désinformation. Ça n'existe pas. Sauf que maintenant les gens le portent dans leur corps. Merci à vous deux d'avoir pris le temps. Merci Romain. Quasiment 2 heures, mais c'était fascinant. C'était fort d'entendre vos témoignages. Et j'aimerais qu'on finisse sur une petite touche quand même positive. Juste avant la touche positive, c'est vrai que j'avais noté, heureusement que je l'ai noté, on en a parlé hors micro, parce que tu as dit tout à l'heure, tu peux nous redire un mot dessus, elle a dit non mais résister c'est pas le terme, parce qu'on parle toujours de résistance, c'est vrai que résister c'est pas un terme sur lequel en tout cas toi tu t'identifies, Élodie. C'est toi tu en as parlé tout à l'heure, tu as fait ta part, et je veux dire la résistance c'est intéressant parce que c'est finalement on reste enchaîné, quand on dit résister on reste enchaîné selon toi à la... Je me permets parce que en fait, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Donc je dois mettre le Nexus en avant depuis 2 heures et c'est toi qui le met. Je fais votre pub. Voilà, fais la pub. Mais en fait, là, dans l'image, elle est super forte. C'est que c'est une action qui va vers l'avant. Enfin, peu importe dans quel sens elle va, c'est une action. Et pour être en action, il faut être libre de ses mouvements. Or, dans la notion de résistance, ce que je trouve et ce que je vois beaucoup justement au sein de toutes les actions qu'on mène, dans tous les collectifs où on va, déjà il y a beaucoup de colère. Alors cette colère, elle est hyper nécessaire parce qu'elle permet le mouvement, elle permet l'action, mais on ne doit pas devenir cette colère en fait. Si on devient cette colère, finalement on alimente et on s'efface de qui on est. La colère est une émotion qui permet le mouvement, qui permet l'action, mais je ne suis pas la colère. Et la résistance, c'est pareil. C'est-à-dire que si je résiste contre quelque chose, mais en fait, je ne me rends même pas compte que je suis enchaînée à ce quelque chose. J'y suis même profondément mariée, en fait. Or, ce qui nous est proposé, je pense, à travers toutes ces crises, et ce qui sera encore proposé, parce que je suppose que rejoindre sa souveraineté, ça prend toute une vie. Ce n'est pas une histoire de juste 5 ans. Eh bien, on doit être libre, on doit se détacher. Et c'est à nous de le décider, ça, parce que l'autre, je sais pas qui il est, mais il va certainement pas nous proposer de nous détacher, en fait. C'est vraiment à nous d'aller éclater cette chaîne et de retrouver nos 2 mains, nos 2 jambes, nos 2 pieds, notre tête, notre cœur, quitte à perdre, quitte à tout perdre, en fait. Il faut se retrouver à poil pour être souverain. Et après, le chemin, c'est de trouver à quoi on est souverain. Et c'est très très fort ce que tu dis là, parce qu'on en parlait hors micro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, retrouver sa souveraineté, parfois ta souveraineté, tu l'as perdue à 5-6 ans, dès que tu te fais
peut-être pas le terme, mais castré, dévalorisé dès que tu arrives à l'école primaire ou ça peut être n'importe où, dans le cercle familial, etc. Et donc en fait, on n'apprend pas. Après, tu arrives au salariat, tu peux te faire dévaloriser dans ton travail. Il faut apprendre. En fait, il faut, pour certains, c'est pas retrouver, quoi. C'est en société, on va devoir toutes les personnes honnêtes trouver même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense, certainement, on ne sait même pas que ça existe. Et peut-être qu'il faut passer par la crise, l'éclatement, le chaos, le déchirement, pour rencontrer. Reconstruire quelque chose, mais ce sera sûrement tous ensemble avec des gens positifs et souverains. Et c'est vrai que je choque souvent, mais je pense qu'il est temps de quitter la résistance pour rejoindre ce qui nous attend. Une nouvelle phase, quelque chose de plus positif, justement. Et ça se fera. Je pense qu'il faut le faire, mais par contre, cette tâche serait très très lourde tout seul. Je pense qu'il faut le faire à plusieurs et s'entraider à le faire. Mais comme dit Louis Fouché, effectivement, parce que il a quand même fait un sacré boulot dans toute cette histoire. Et il dit qu'il ne faut pas combattre le système, il faut recréer quelque chose. Comme tu le disais, Romain, tout à l'heure aussi. Créons ce à quoi on rêve. Dès maintenant. Puis il y a quelque chose qui me vient et j'espère que je ferai plaisir à mon chéri s'il m'écoute, mais il s'est mis à l'aïkido récemment et dans l'aïkido il y a quelque chose de très fort. En fait, on ne va pas lutter contre la force énorme qui est en face de nous, on va s'en servir, on va utiliser même l'impact de cette force. Or, si je reprends avec la résistance, si je suis toujours attachée, je ne peux pas utiliser la force que ce monstre m'amène. Par contre, si je choisis de me détacher, là je l'utilise, parce que je peux jouer. C'est magnifique. Très intéressant. C'est un gros challenge. Michel, la responsabilité du dernier mot et de la dernière idée. Voilà, comme tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai lu votre dernière édition de Nexus avec les Covid longs, avec la participation justement de notre grand scientifique national, que je reprends toujours parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et tu citais aussi quelque chose, on en a parlé tout à l'heure et vous le citez dans votre journal, c'est ce qu'on vit maintenant d'une arme silencieuse pour une guerre calme. Et c'est vraiment ce qu'on vit, ce sont des armes silencieuses qui percolent, qui diffusent un peu partout, dans nos veines, dans notre alimentation, dans la société. Donc notre témoignage, on voudrait vraiment qu'il soit diffusé, qu'on partage tout ça avec le maximum de mamans qui doivent protéger leurs enfants, d'enfants qui doivent protéger leurs parents dans les structures tout à fait déshumanisées ou qui deviennent des véritables mouroirs, facilités par des lois qui ne sont pas humaines. Et on ne changera peut-être pas le monde avec ce qu'on a fait, on n'a pas changé le monde, mais on en ressort plus fier, plus grand, et on ne sera pas... le mensonge ne passera pas par nous, c'est ça que je voulais dire, que le mensonge ne passera pas par nous. Voilà, et puis mais encore merci à toi, Romain, parce que on est dans la même barque, on est dans le même combat, et il faut que tout le monde soit ensemble. On a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que le monde arrivera à bouger quand aujourd'hui, quand on regarde les manifestations, on voit les gens, tu as les professeurs qui manifestent avec les professeurs, les taxis avec les taxis, même les VTC avec les VTC sans les taxis, chacun manifeste dans son coin. Aujourd'hui, il faut recréer ces sociologies, mais ça passera par quelque chose effectivement d'à côté, puisqu'on ne sera jamais accepté par le mainstream. C'est même l'inverse de toute manière qui est organisé. Donc maintenant qu'on a un état des lieux, qu'on a passé la sidération, c'est l'heure effectivement de se faire plaisir tous ensemble, quoi. Merci à vous deux, c'était vraiment passionnant. Merci Romain.
Vous pouvez trouver le dernier Nexus en kiosque. Je suis encore troublé de cet entretien. Émotionnellement, c'était un des entretiens les plus forts que j'ai pu faire depuis que j'en ai fait. De voir aussi cette persécution, quand on voit, comme on a dit, ces derniers temps, on travaille sur la descente de police et tout, c'est quelque chose de... Il faut d'autant plus être relié aujourd'hui, puisqu'ils ont réussi à diviser la population, mais il faut réussir à être relié, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à subir presque dans la joie. C'est ce qu'on a fait, hein, Elodie. C'est ce qu'on a déjà fait. Et oui, il faut être relié. Hein, Michel? Ah oui, tiens, avec Michel qui est avec nous dans le bureau, vous m'avez dit on peut finir sur la citation de la tarte. Et ça, c'était exceptionnel. Ça peut parler à beaucoup de gens. Je dis juste avant qu'on conclue là-dessus, trouvez le dernier Nexus, il est en kiosque. Et sinon, c'est sur nexus.fr. Merci, partagez la vidéo partout, ça nous aide beaucoup. Qui veut dire la citation de la tarte de Michel? Oui. Là, elle est magnifique. On a eu une petite réflexion tout à l'heure en déjeunant chez Michel, parce que il y avait une carte postale. Qui est un de vos amis qui est venu là. Voilà, très très humoristique, qui était aimanté sur le frigo. Et c'était très drôle parce que, en 2 mots, elle disait que à force de se conformer au moule, on devient de véritables tartes. Que ça en fasse réfléchir plus d'un. Merci à vous. À bientôt. Merci. Et merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite sur Nexus. Merci.